stop, arrêtez tout là. Non, ça va les gars ? Ouais, ça va, très bien. Ouais, alors ça va. Ouais, désolé, non, mais là, parce que c'est chaud, là. Pendant que je vous attendais, j'ai ouvert une lettre, là, qu'il y avait sur ta table basse à l'attention du Slipcast, Momo. C'est un vrai complot, là, les gars. C'est une coalition de pignoufs, là, des vrais branques encore, là. De quoi tu parles ? Mais c'est parce qu'il y a Marlène Schiappa, là, puis des mecs du gouvernement, là, qui ont saisi le ministère de la Culture, là, et ils disent qu'on est une honte pour l'exception française et au pays des Lumières, et que c'est inadmissible, et voilà, et qu'associer pop culture et sous-vêtements, c'est dégueulasse, et ils concluent en disant que, comme ils peuvent pas nous interdire, ils peuvent quand même nous emmerder, et ils disent, je cite, votre nom, vous pouvez faire une croix dessus. Alors, du coup, on fait quoi, là ? C'est simple, on s'appelle le Slipcast, mais on fait une croix là-dessus. Sur le logo. Sur le logo ? Ouais, je suis pas sûr qu'il goûte la blague. Pépé, non, pas une idée ? Bon, je me disais, puisqu'ils nous prennent pour des rigolos, on a qu'à s'appeler la croisière s'amuse. Oh la vache, c'est nul. Ok, boomer, quoi. Merci d'avoir participé. Non, c'est pas ouf ton jeu de mots, là, quand même. On vise pas la ménagère, en fait. Momo ? Non, mais là, je suis vénère, je vais dire une connerie. Vas-y, lâche-toi, de toute façon, on est entre nous. Moi, puisqu'ils ont décidé de rentrer en guerre avec nous, je sens très bien les croiser pour le côté croisade, tout ça, quoi. Ouais, je sais pas. On est un peu entre guerre civile, guerre de religion, là, et pub Intermarché, les mousquetaires de mon cul, un peu, là, non ? Ouais, je suis pas trop convaincu. Mais attendez. Et pourquoi on s'appellerait pas le Pop Cruise, les gars ? C'est-à-dire que ça reprend toutes vos idées, genre Cruise la croix, Cruise la croisière... pas mal. C'est pas mal. Mais faudra remettre un peu de contexte, tu vois, pour les auditeurs quand même, que ça fasse pas concours de zizi avec le gouvernement. Ouais, non, mais moi je vais t'en donner du contexte, tu vas voir. Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins, les ragots. Ça vous ennuie si je vomis ? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi ? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Hello. Ouais. La pêche. Envole-moi. Méga pêche. Envole-moi. Je suis pas sûr non plus que 5 trous du cul soit plus efficace qu'un seul, mais pourtant le Slip Crew s'est de nouveau réuni pour vous parler pop culture dans une nouvelle mouture qu'on a baptisée Pop Cruise. Et ouais, ça claque. Ouais, Angelo qui nous en dira plus sur ce choix tout à l'heure d'ailleurs. Mais sachez juste que ça cache une sombre histoire. Enfin bref, voilà. On essaie de nous faire taire, messieurs dames. J'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Voilà. Une sombre histoire de trou du cul. Ouais. Le format... Marlène Schiappa, la fameuse ministre de la culture. Non, elle a mandaté, si j'ai bien compris, elle a mandaté le... Voilà, bon, bref. Donc le format reste le même, on se retrouve chaque mois pour vous faire découvrir ou redécouvrir 4 œuvres autour d'un même thème. Charlie nous posera des cols, hein, si t'es d'accord. Ouais, ça doit être de la colle. Les vous êtes bien nuls. On y répondra. J'ai eu des retours sur la première année, tout le monde disait que vous étiez bien nuls. On essaiera d'y répondre donc avec notre mauvaise foi légendaire et on terminera par une petite pastille en rapport ou pas avec le sujet. Et ouais. Comment allez-vous, bande de zouaves ? Moyen. Ça va. Moyen. Ouais. Allez, attendez, on va faire ça. On va faire un petit tour de table. On s'est fait quand même 2 mois qu'on s'est pas vu, messieurs. Je commence par l'ancien. Il fait chaud. On n'est pas sûr qu'il finisse l'émission vivant. Ça peut être. La forme, Pépé. Les vacances se sont bien passées. Ça va. Je viens de me servir un verre de mousse. Là, je suis un peu agacé. Mais Il devrait survivre une fois avec que ça. ce sera passé, ça ira très bien. C'est un plaisir de reprendre une nouvelle saison. Oui. Bien, très bien. Celui qui est littéralement allé au bout du monde cet été, peut-être sur les traces du vrai et beau Corto Maltese, celui d'Hugo Pratt. Comment va notre hôte, Momo ? Le bout du monde. Bah oui, t'étais au bout du monde, mon petit. Finistère. Putain, le mec, il sait même pas où il était. Oui, bah ça va. Salut les poppers. Oh merde. Ah, moi, j'étais sur les popinous. Non, moi ce sera les poppers. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vasodilatateur. Encore une histoire de trou du cul. Bon, sinon, un combat contre la vermine du grenier, 3 avertissements, 7 cols et un renvoi temporaire dès la première semaine de cours. La rentrée d'Angelo a été très calme. Ouais, nickel. Selon BF moins de 30% de sa nouvelle classe aurait lâché une larme à l'évocation de son nom comme
comme prof-tit cette année. Tu vas bien, tortionnaire? Ouais, nickel, moi je suis content, j'aime bien faire chier les gens. Et puis, je suis content de vous retrouver aussi, ça fait plaisir. Et enfin, l'homme qui apporte de la saveur à cette émission par sa cuisine chatoyante. Celui qui descend les pintes et annule les Uber plus vite que son ombre. Last but not least, quoique. Comment va Chacha? Ça va. J'ai arboré ma plus belle moustache pour aujourd'hui. C'est vrai. Je peux pas faire mieux de toute façon, les gars. Donc, ouais, à défaut d'un t-shirt rigolo comme d'habitude. Ah ouais, bah je peux pas toujours. C'est vrai ça. Il n'y a pas le même t-shirt que d'habitude. Bah ouais, ça m'arrive de changer. Aujourd'hui. Attends, mais toi, comment tu vas, mon petit Pedro, quand même? Je vais pas mal. Ouais. Je vais pas mal. Ça va bien. Oui, ça va. Je suis heureux de revenir un peu sur Je Nantes. suis prêt pour cette nouvelle saison. T'as chopé un accent. Ouais, du coup, il a l'accent du sud-ouest. Parce qu'il vient des Landes. C'est ça. Manger trop de choses. Parce que pendant l'été, il était pas plus bas que Nantes, donc du coup, il a chopé un petit accent du sud. Oui. T'étais en Vendée? Il y a de ça. Non, même pas. Ah bah si, je suis allé chez toi, ouais, c'est vrai. Ouais. Putain, je suis en Vendée. Ça, c'était gratuit, ça. Bah oui. Ah non, mais en même temps, t'as raison. Bien. Aujourd'hui, pour nous, Pop Cruise, c'est un peu une nouvelle aventure. Alors on s'est dit, quoi de mieux pour bien réattaquer l'année que ce vaste sujet, l'aventure, les aventures, les aventuriers même. Et avant que chacun nous présente son objet, Angelo, tu voulais nous en dire un peu plus, nous t'écoutons. Très bien, bah allons-y. Alors moi je vous avoue que quand il a fallu que je planche sur cette intro, je pouvais pas m'empêcher de repenser à celle sur le western et le space up de la saison dernière, et je vous rappelle que c'est à réécouter 5 fois par jour, comme les fruits et légumes. Voilà. C'est ça. Bah oui, en fait, la recherche de nouveaux mondes, des grands espaces, tout ça, ça nous parle, hein, c'est très transversal, et puis ça nous renvoie à plein d'œuvres et de sujets qu'on a déjà abordés ensemble la saison dernière. Mais comme vous allez l'écouter dans cet épisode, un explorateur dans la culture pop ne se définit pas que sur la découverte de régions inconnues ou de cartographie de nouveaux territoires. C'est une quête qui peut devenir beaucoup plus introspective et personnelle. Par exemple, l'exploration et la redécouverte de soi pour Kerouac, la compréhension et la vérité du monde et des hommes à travers leur histoire pour Indiana Jones et Lara Croft, ou à travers leur culture et leurs mœurs pour Antoine de Maximi. Il y a chez les explorateurs quelque chose qui réveille notre enfance, l'appel de l'aventure, la prise de risque, l'excitation face à l'inconnu. Les explorateurs toujours nous révèlent des terres nouvelles avec Berlader. Rejette la frayeur, refuse toute peur des aventures par milliers pour rendre ce monde familier et en offrir la somme aux hommes. C'était une fois l'histoire. Et oui. Je me rappelle pas de cette partie. Bah pop culture les gars. Ah bah ouais, mais là non. J'avais pas ce... Mais bon, tiens, une petite réflexion comme ça. Explorateur et aventurier ne seraient-ils pas synonymes dans la pop culture ? Quand je pense au Tintin de Pedro, au Corto Maltese de Mollusque, au Luffy de Chacha ou aux toilettes de Pépé, nous avons tous vécu et grandi via les expériences de nos héros préférés. Tous ces personnages... vraiment qui irait prendre une chaise. Tous ces personnages, en apportant quelque chose dans leur monde fictif et en complétant leur univers, nous ont également apporté et complété par procuration. Et c'est ça qui fait que l'on aime tant la culture populaire et que nous cherchons sans cesse à nous y échapper en y retournant. Nous vivons et partageons tous ensemble des expériences communes grâce à des explorateurs, des aventuriers, des héros et des personnages d'œuvres qui nous relient. Même si nous ne sommes pas du même endroit, au même moment, même si nous n'avons pas forcément les mêmes codes ni la même langue. Voilà pourquoi le Pop Cruise existe. Nous sommes des explorateurs de la culture pop. Nous sommes le gang, le crew qui portons telle la Sainte Croix, la tâche et l'envie de vous faire découvrir et partager des œuvres toujours nouvelles. Nous sommes les croisés de l'imagination des hommes. Mais au lieu de brûler des sarrasins pour répandre la bonne parole, nous, on part plutôt en croisière, en anglais to cruise, en se marrant et en creusant dans les limbes et les profondeurs les plus ténébreuses de tout ce que l'être humain a pu produire de culturel. Nous sommes le Pop Cruise et ce soir, on vous parle d'explorateurs dans la pop culture. Okay. Moi j'ai juste noté que t'avais parlé de légumes en début de chronique alors que tu détestes ça. Moi je en croisade pour la culture, bite en main et tout. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de me mettre une image en tête et tout de suite j'ai vu l'espèce de troupe d'exploration là du donjon de Nullbug. Tu vois, ah oui, à ce niveau-là quoi. Ouais, complètement. Les mecs ils croient qu'ils sont épiques, mais non. Non mais clairement. Alors là, il y a Pedro qui ne sait plus qu'il y a un quiz après l'introduction. Si, j'allais te le balancer en pleine face. Je pense que ça a toujours pas changé ça aussi. Mais non, j'allais te le balancer en pleine. Que c'était à toi de nous faire un petit quiz, mon cher Charlie. Ouais. Allez, jingle.
Je me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu. C'est ma bite. Et bah, premier quiz de la saison. De la nouvelle saison. Chaud patate. Alors on va voir qui est bon, qui est pas bon. On va se faire 2 teams pour cette première, pour ce premier quiz. Ça va être Mollusque Pedro contre Angelo Pepe. Allez. Ouf. Je veux bien un petit Shifumi Pepe Pedro pour savoir qui va commencer. Entre nous. Ouais. Vite fait. Un Shifumi. Vite fait. T'es nul Tac le tac. Shifumi, toi, non? Ah, mais je suis Attention, nul. le Shifumi commence. Oh là, Shifumi, boum. C'est 2 ciseaux. C'est magnifique. Ça va être Oh là, c'est encore un duel de ciseaux. Oh là là. Duel 2 de ciseaux. Duel de duel de pierre. de pierre maintenant. C'est interminable. 3 heures. Oh. J'avais peur que ça nous prenne 45 minutes. Et du coup, ce sera Pedro et Mollusque qui vont commencer. Voilà. Et bah du coup, on va se faire quelques questions sur les explorations et les explorateurs, en général. Il y aura un petit interlude au milieu du quiz. Un interlude. Ouais, vous comprendrez plus tard. Ok. Vous allez avoir chaque équipe déjà 2 questions. Ok. Donc, Mollusque Pedro. Christophe Colomb, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Tout le monde le sait. Mais dans quel pays pense-t-il arriver lorsqu'il débarque sur l'archipel des Bahamas? En Inde. En Inde. Facile. C'est normal, c'est la première question. J'espère que ça va être facile. J'espère que ça va être facile comme ça. Normalement, oui. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous êtes des nazes. Angelo Pepe. Oui. Pourquoi le personnage de Buzz l'éclair s'appelle comme cela? Ah, c'est facile. Pourquoi il s'appelle Buzz l'éclair En référence à Buzz Aldrin. Ah, Eh putain. oui, Ah, mais oui, bien simplement. Mais oui. Putain, oui, bien wesh. C'était une petite question pour mettre en jambe. C'était moins facile. Ça comptait Ouais, pas, c'est pas évident. Si, ça compte, mais normalement, Ah oui. pour moi, elle passait pour tout le monde. Troisième question, et du coup, deuxième question pour Mollusque Pedro. Attention, il est à son comble. L'un des continents les plus compliqués pour l'exploration est quasi inhabitable est l'Antarctique. Oui. Il y a 70 ans... Vrai. Ouais, c'est bon. Et voilà, un point. Et il y a 70 ans, ce continent est devenu le premier continent Terra Nullius. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Terra Nullius. Ouais. En Bah, rapport avec nul. les anus. Ah, c'est à eux, c'est- C'est les anus. Je dirais que Trou du personne cul. n'a le droit de la revendiquer. Parce que c'est le trou du cul du Tu monde. penses que c'est ça? Un peu comme la Lune, tu vois, un truc comme ça. Terra Premier continent qui ne peut pas être revendiqué par un quelconque pays. Parce que par exemple, tu vois, l'Antarctique est découpé, le Groenland appartient au Danemark, il y a pas mal de trucs comme ça au nord, mais au sud, je n'ai jamais entendu parler de ça. On peut tenter ça. Attention, Ou alors le c'est temps qu'il y était collé. a vraiment pas d'animaux. Ou alors il n'y a rien. Mais non, si, il y a des animaux sur... non, il n'y a pas Au nord, mais je sais pas si aussi. Ah, y a Les rien. animaux pas sont deux, trois. interdits en Antarctique. C'est un peu interdit, mais. Non, mais tu sais, des... Si, il doit y avoir des macareux, des conneries comme ça. Là. Ouais, bah vas-y, on part sur ce que tu dis. Oh merde, c'est pas ça. C'est quoi ce que t'as Ouais, dit c'est qu'il n'est soumis à aucun état et qu'il ne peut être soumis à aucun état. Bien joué. Bien joué. Attention, c'est un peu plus dur. On est super studieux ce soir. Pourquoi c'est plus dur à chaque fois Non, non, c'était plus dur pour tout le Ah, monde. ok. Enfin, Pas facile celle-là, autant gros. Bon, Angelo Pepe. Ouais. Pepe. C'est bien parce que j'ai regardé Pepe pour dire Angelo et inverse. 75% des fonds marins les plus profonds ne seraient pas explorés. La plus profonde est la fosse des Mariannes dans le Pacifique. Oui. À 500 mètres près, quelle est sa profondeur? Ah bâtard. 11 000 mètres de profondeur. C'est au large des Philippines. Ok. Il a raison. Bah, par contre, tu t'es un peu trompé parce qu'il y avait 34 mètres de plus. Ouais, non, bah c'est mort. 11 000 mètres. 24. Toi, ça sort comme ça, 11 000 mètres. Ouais, 11 000 mètres. Bah, tout ce que géo, Moi, tout ce qui est culture. c'est mon credo, c'est comme ça. Tout ce qui est savoir, en fait. Alors, j'ai une petite liste de 9 explorateurs. Vous allez avoir tous par équipe 6 propositions chacun à votre tour pour essayer de les trouver. Il aime bien ça, moi, il aime bien ça. Mais attention, alors du coup, c'est les préférés à l'échelle mondiale en 2020, c'est les explorateurs Internet. Oh non. Ah merde. Attendez, à Magellan, moi, putain. C'est très Ah bon, oui, Ah, ça. jouer du Vasco de Gama, moi, des Et trucs. Très du bonne coup, blague. donc j'ai les 9 premiers en 2020. Ok. Attention, explorateur Internet, c'est tout. Hein. Ça peut être mobile, Ah, ou attends. PC, Mais alors, ou du coup, Mac. C'est pour Pedro et Mollusque, là. Juste une question. Mm. Il faut les placer ou alors on en donne et ils Non, se faut calent les dans la... donner. Ok, faut les donner. Et toi, tu nous donnes leur liste, leur place dans Ouais, la après, liste. je vous donnerai. C'est à notre tour, c'est Bah, ça Non, c'est à Pedro et Mollusque. Et après, c'est chacun son tour. C'est ça chacun son tour. Ok. D'accord. Bah Chrome. Chrome. On balance Chrome. Bien sûr, Chrome le premier à 63%. Putain. Safari. Ah ouais. À nous, alors? Ah vous, ouais. Safari. Ouais. On bah, n'a c'est- pas plus de points en fonction du classement. Non, c'est un point. Oui, on s'en fout. Du coup, Safari le deuxième à 17%, disons. Deuxième. Firefox. Ouais, Mozilla. On a bien joué, hein. Firefox troisième. Opéra. Ah, j'allais le dire. Opera qui est en 4, 5, 6ème position à 2,3. Internet Explorer, quand même. Non, dis pas Internet Explorer, sérieux. Bah, à dans la les rigueur, 9, peut-être Edge. dans les 9, si. Oui, Whisker a remplacé Edge, ouais. C'est la Les version, deux cohabitent encore. Ah ouais?
Vous dites quoi? Bon, Edge. Ok, Edge, c'est bon. Il est en 7ème position à 2,4%. Internet Explorer. Moi j'avais envie de le dire. Hein. Oui, il y a aussi. Putain, il y a encore des gens qui utilisent ça quand même. Et oui. Et après, ils s'étonnent d'être virusés. Vous en avez 6 sur 9. Alors là, par contre, ça devient plus chaud, là. Vous avez encore tous 3 propositions. Ah, Tor Browser, peut-être? Partez là-dessus? Je connais pas. C'est à vous, hein. C'est ce qui te permet de naviguer sur Tor. Pour ça, faut que je... Ouais. Mais non, mais je te fais confiance, par contre. Je suis nul à ça, moi. Je suis pas sûr que ce soit très utilisé, à part les mecs qui achètent des guns et de la drogue. Ah non. Internet Explorer, on était à 1,96% déjà. Donc, Ouais, vas-y, on va dire Tor Browser pour voir. non, ça y est pas. Ah merde. J'en ai. Est-ce que t'en as un en jeu? Parce que moi, c'est. En fait, après, non, là, t'as il y en a pas un qui me vient là comme ça. T'as les navigateurs, t'as le Samsung App. En fait, c'est un. Ça fait partie de. Vous dites ça? Bah ouais, on n'a rien d'autre. Attends, c'est un nom ou c'est juste l'app Samsung En fait, c'est Samsung qui va se servir d'Android pour. Bon, Ah, mais ça a un nom, hein. Samsung App. Bah, j'accepte parce que c'est Samsung Internet donc. Ah, bien ouais, browser. Putain, ils ont leur propre surcouche quoi. Ouais, je pensais à une surcouche. Les mecs qui réinventent la roue en permanence. Il en reste plus que 2. Il y a encore 2 chances par équipe. Alors là, par contre, c'est plus compliqué. Nokia Browser. Non, déconne pas. Surtout de cas. Sony Ericsson. Mais Opera, vous l'avez dit, hein. Ouais. Merde. Il y en avait un autre comme ça qui était hyper utilisé. Il y a Chromium qui est la version libre de Chrome peut-être. Il y a pas un truc sur Linux? Bah sur Linux t'as Chrome, t'as Firefox en fait, et t'as Chromium. Bon allez les gars, faut en sortir. Faut dire quelque chose. Vas-y, on voit Chromium. Non, ça y est pas. Putain. Bah, du coup, l'équivalent Apple App ou Apple Browser. C'est Safari. C'est Safari. Non, ils ont aussi un truc. Enfin, pas Android, mais pour mobile quoi. Ouais. Et non. Bah, Non, c'est Safari. Une dernière proposition pour chaque équipe. Vous avez rien du tout là qui vous vient? Non, je suis à sec. Non, moi non plus, c'est. Vous avez rien du tout. Rien. C'est pas grave. Hein. Les derniers, il y en avait un, c'était UC Browser, mais là c'est un truc chinois, tout simplement. Ok. Ça faut le savoir. Et il y avait le Android, tout simplement. Le truc Android. Ah, mais oui. De quoi le truc Android? Un truc Android. La barre de recherche Android qui permet d'explorer Voilà. aussi sur Internet. Ouais, mais qui était la dernière qui a 0,60. okay. Elle est comptée comme un explorer Internet. On s'en sort avec un ex-aequo là sur cette question. Non, vous avez une petite avance. Vous avez un point de plus. Yeah. Ouais. On reprend les questions générales. Il y en a 4, 2 par équipe encore. Du coup, Mollusque Pedro. Les Vikings sont connus pour leurs explorations à bord de Drakkar. Mais que signifie ce mot? Oh merde. Cheveux. Non, je sais pas. Non, bah non, c'est tout simplement bateau quoi. Dragon, bateau. Ça veut dire sif. Sillon interfécié. Remarque, c'est peut-être ce qu'il y a de plus basique parfois, le plus. Ouais, bateau ou bateau de guerre, je sais pas. Bateau. Vaisseau, bateau. Non, ça veut dire dragon. Ah, dommage, t'étais pas loin. Vous l'aviez dit. Ouais. Je l'avais dit, mais. Angelo Pepe. Oui. Où se trouve-t-on quand on est à une latitude de 90 degrés et une longitude de 135 degrés, de moins 135 degrés? Oula, moins 135 degrés. Alors attends, vas-y. Où se trouve-t-on à une latitude de 90 degrés et une longitude de moins 135 degrés? C'est toi l'expert en jeu, Angelo. Ouais, mais là c'est bien technique là. En fait, elle est assez logique, mais après. Logique. Vous vous démerdez. Redonne les coordonnées. Latitude 90, longitude de moins 135. Ok. Dans le Pacifique quelque part dans le Pacifique. Ah ouais? En Polynésie. C'est l'archipel de Pom Pom Gali. Ah, dans le South Pacifique. Eh non les gars, les latitudes vont de 90 degrés à moins 90, donc 90 degrés t'es au pôle Nord, tout simplement. Ah putain. J'avais fait le tour complet comme ça, par contre je voyais pas trop avec 135. Ouais, mais c'est parce que t'es inversé. De haut en bas c'est latitude. D'accord. Et longitude en vrai, elle est placée à moins 135, mais ça veut rien dire la longitude. De toute façon, le nord et le sud, de toute façon. Ouais, c'est dans quel sens tu te tournes. Attention, question Mollusque Pedro, votre dernière question. Mike Horn est l'un des explorateurs des temps modernes les plus connus, avec par exemple son projet Latitude 0 de 17 mois où il a suivi l'équateur sur 40 000 km sans aucun transport motorisé. Mais si, tu sais, c'est le gars, il parle comme ça, il boit son urine. Ah, c'est ce mec-là. Cet accent, les gars. Bien sûr que si. Ah putain. Il a également... En plus, il vient de Sud-Afrique, donc ça fait trop anglais ton truc. Il a également fait une exploration dans des températures très basses avec les youtubeurs MXM, le Grand JD et Cyril MP4 en 2020 pour communiquer sur la fragilité des écosystèmes. Mais dans quel pays? Putain, j'en sais rien du tout. Moins 40 degrés. Déjà, la question elle est beaucoup trop longue. J'en ai oublié la moitié. C'était pour en donner un peu d'infos sur Mike Horn au passage.
En gros, il a été faire une exploration avec 3 youtubeurs. Mais les youtubeurs, c'est des youtubeurs français, ça? Ouais. Ah ouais? Dans des températures très basses. Il y en a un qui Mixem, il est quand même. Ouais, voilà. Le Mixem, il a 7 millions, 7 millions. Je répète juste la fin de l'intitulé. En où fait, il est parti avec 3 youtubeurs dans un pays avec des températures très basses. Ah. Mais dans quel pays? Ouais, comme tu dis. Canada? Bah, franchement, ouais. Kenavo. Kenavo? Là, ils sont allés en Norvège, dans le Svalbard, qui est vraiment pas loin du pôle hésité Nord. avec la Norvège, en plus, ça fait chier. Et dernière question pour Angelo et Pépé. Yep. Quel réalisateur très connu pour ses explorations maritimes est descendu à bord du Deep Sea Challenger au fond de la fosse des Mariannes? James Cameron. Ouais. Bâtard. Titanic. Pour Titanic et Abyss. C'est lui qui a fait Abyss. Et ouais. Il a été jusqu'au fond de la fosse des Mariannes tout seul en solo. Ouais. En solo? Ouais. En solo en plus. Ouais. Et du coup, ça fait une victoire pour Angelo et Pépé à 700. Nouvelle saison, nouveau matériel, nouveau Cette nouvelle console, c'est mon joujou, quoi. Ah, tu m'étonnes, on va s'éclater avec ça. Valou. Bien. Merci bien. Et bien, Mollusque, bah tiens, puisque tu nous fais des coups de soin, es-tu prêt à prendre la parole? Ouais, bah en écoutant l'intro d'Angelo, en fait, je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pas parlé de Corto Maltese, quoi. Mais bon, du coup, on va partir sur ma chronique de base. On en avait quand même parlé, mais... Ouais. Non, mais ça te laisse la place à le faire quand on fera, par exemple, le sujet caban. Voilà, vu qu'il a un caban. Ok. Le fameux sujet. Okay. Le sujet casquette. Le truc qu'on garde en stock depuis des mois. Non, bah du coup, je vais vous parler de Sur la route de Jack Kerouac, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc là, j'ai lu Sur la route le rouleau original. Ouais. En gros, c'est une republication du bouquin avec les vrais noms, parce qu'à la base il les avait changés et là du coup il a remis les noms des vrais persos, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, il y avait des faux noms. Ouais, en gros, je vais vous donner les correspondances un peu plus tard, mais ouais, il avait mis des pseudonymes pour, je sais pas, pour protéger l'anonymat. Donc en fait, ce livre-là, il est fondateur du mouvement qu'on appelle la Beat Generation. 10 bits. Non, BEAT, les gars, voyons. Non, en fait, Beat Generation, ça décrit un mouvement littéraire qui va être composé de Kerouac, de Allen Ginsberg, et une petite dizaine d'autres, en fait, ils sont pas très nombreux. Et surtout, Kerouac l'évoque pour décrire une génération qui est un peu perdue, qui est pas mal fêtarde, mais aussi pas mal mélancolique. Et ça viendrait aussi d'une expression de Charlie Parker. Alors, voilà. Alors c'est post-68 art? Non, le bouquin a été rédigé de 48 à 51. Ok. Il a été publié en 57 et du coup ça raconte les aventures de Kerouac dont je vais vous parler, quoi. Okay. Donc ça nous raconte l'histoire du point de vue du narrateur qui est donc Jack Kerouac, même si dans le bouquin original il a changé son propre nom à lui aussi, qui est un New-Yorkais qui va sur place faire la connaissance d'un certain nombre de protagonistes dont Neal Cassady qui est dans la correspondance Dean Moriarty. D'accord. Donc Neal Cassady, c'est son vrai nom. Attends, il les rencontre à New York? Il les rencontre à New York, ouais, pendant une soirée. Donc ce mec-là, Neal Cassady, est en fait un petit délinquant pour lequel Kerouac va se prendre d'une forme de fascination et de beaucoup d'affection. C'est presque de l'amour, en fait. C'est assez particulier, en fait, leur relation. Et Kerouac va alors décider de suivre Neal sur la route. Dans un premier temps, il le rejoint à Denver où il est parti entre-temps. Du coup c'est assez drôle en fait. Il y a un moment en fait il va juste se barrer de New York et il va partir dans la mauvaise direction en autostop, quoi. Direction le sud. Ouais, non mais en fait il se plante, quoi, et du coup il revient à New York, il revient chez sa mère. Je le vois bien, tu sais. Neil, je comprends pas, on a pris un bateau pour aller à Denver. Non mais en gros Neil s'est déjà barré à Denver et lui veut le rejoindre. D'accord. Et on n'avait pas Waze à l'époque. Et en gros il revient à New York après s'être planté, il se met à chialer tout le bordel, quoi. Ok. Ouais, ça m'a fait barrer. Très sentimental. Fragile. C'est clair. En gros, à partir du moment où il va se barrer de New York, il va se mettre en place un périple sur les routes américaines, fait de petits boulots, de grosses chouilles, de gros bâtards. Enfin, ils se la donnent bien, les mecs, quand même, quoi. Dans la même soirée, ils peuvent passer d'un moment très mondain à l'opéra et puis juste après aller se bagarrer dans un bistrot, quoi. Grosse biture. C'est ça, grosse biture.
Oh, on vient ça me cause. On vient à 200 à l'heure, nous les artistes. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, l'intégralité du bouquin, ça va être 3 périples successifs qui vont se dérouler en 1947, en 49 et en 50 sur les routes états-uniennes. Il y a plusieurs marqueurs qui vont nous rappeler l'époque et le lieu dans lequel on se trouve, au-delà de la mention directe aux villes et aux États, enfin aux dates et aux États. Par exemple, lorsqu'il arrive à Cheyenne, il va assister à un festival de cow-boys. Voilà, en gros, ça consiste juste à s'habiller en cow-boy et à se bourrer la gueule. Bien faire ça, moi. Voilà. Moi, jusqu'à 10 jours, on s'est juste habillé en vintage et on s'est bourré la gueule. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, en fait, il y a aussi un truc chargé de nostalgie où les mecs regrettent un peu l'époque des cow-boys. Et t'as des vrais Amérindiens qui se baladent dans le truc en les regardant en se disant mais qu'est-ce qu'ils branlent là. Ah, c'est du roleplay quoi. Ouais, c'est ça, c'était juste trop. Enfin, moi, ça m'a fait rire quoi, quand même. Et puis, on va avoir aussi une rencontre au fil des différents voyages avec la pauvreté finalement, parce que la crise des années 30, elle est passée, mais elle a laissé des traces quand même, mine de rien. Donc moi c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant de voir ça. Il y a des familles qui vont aller avec leurs gosses également aller cueillir du coton très tôt le matin, donc le coton est plus lourd parce qu'il y a de la rosée tout le bordel. Ouais, d'accord. Pour un salaire de misère. Et puis il décrit, alors c'est assez descriptif ça, par exemple il parle des charges de labeur de l'époque, ce genre de trucs ou ouais, il parle pas mal de leur galère de sous finalement, parce que ils passent leur temps sur la route mais ils ont pas vraiment de salaire quoi. Mais on n'est pas non plus sur du 16 pages sur l'herbe à pipe de Tolkien quoi. Ah non, pas du tout. Enfin, je vois pas où est le problème avec l'herbe à pipe. C'est pas le sujet, excusez-moi. Il y a aussi ce contexte d'après-guerre. On est en 49. Non, j'ai dit quoi ? Ouais, 47, pardon. Le premier voyage. Faut savoir que Kerouac touche une pension de GI parce qu'il a été dans la Navy en 1943 dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Donc c'est quelque chose qui est également évoqué. Il y a beaucoup de marqueurs comme ça. Okay. Et puis un marqueur, c'est sûrement le vrai truc que j'ai apprécié dans le bouquin. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai pas aimé. Le bebop et la musique en général est pas mal évoqué, et le bebop est décrit comme quelque chose de novateur, d'assez avant-gardiste. Maintenant, aujourd'hui, ça paraît un peu désuet, quoi. Oui. Même si c'est plaisant à écouter, hein, mais du coup, à l'époque, c'était avant-gardiste, quoi. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce truc-là, quoi. Donc de prime abord, le fait de partir comme ça, faire des road trips dans tous les États-Unis, rejoindre ses potes. Alors il va rejoindre un certain nombre de potes différents, même si le cœur du truc ça va être Neil derrière. On pourrait croire qu'il y a c'est un minimum chargé de romantisme, et je pense que c'était l'intention de Kerouac. Mais au final, il y a beaucoup de questions de drogue, de sexe, beaucoup de trahison, amicale comme amoureuse d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est un amour fraternel ou c'est un amour vraiment sexuel aussi ? Non, alors entre deux, non, c'est vraiment fraternel. Lui, Kerouac est vraiment fasciné par Cassady. Mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de sexe. C'est pas un retour à Brokeback Mountain. Mais lui, Cassady, par contre, lui va avoir des expériences homosexuelles. Juste une période, et puis il va se rendre compte que c'est pas un truc qu'il va aimer, quoi. Oui, pour revenir à ce truc là de trahison, c'est que le pire truc que j'ai vu dans le bouquin, enfin que j'ai lu dans le bouquin, il y a quand même un mec qui va se marier avec une meuf juste pour lui taxer 50 balles, faire le plein de la bagnole de Neil et la laisser sur le bas-côté, quoi. C'est ça la liberté. Ok, c'est vraiment des gros connards, quoi. Ah oui, c'est joli score quand même ça. Voilà. Je peux vous faire vite fait un petit résumé des deux premiers trajets, parce que le livre m'est tombé des mains avant le troisième, mais en gros il va partir de New York, aller à Cheyenne où il y a le festival des cowboys. Ensuite il va à Denver retrouver Neil. Il va faire la rencontre d'un espèce de chasseur de tête, qui recherche des artistes, donc ça peut être du cinéma, de la musique, de la littérature. En ah oui, chasseur de tête. Moi aussi, j'étais artistique. J'ai été dans le sens, il va buter des gens aussi. Non, plutôt un recruteur. Après, le truc de cowboy, ça a du sens. Donc c'est là qu'il va y avoir l'opéra, la baston, et puis ils vont faire un nouvel an où ils vont vraiment se la donner grave. Ok. Ensuite, il va à San Francisco rejoindre un Français. Il reste quelques semaines dans une espèce de bicoque dégueulasse avec le Français et sa meuf, et puis ça se passe mal, donc il finit par se barrer, quoi. Il va à Los Angeles, il rencontre une Mexicaine dont il va tomber amoureux. Normal. Qui s'appelle Béa.
C'est une blague. Non, c'est vrai. Samco, ce genre d'histoire. Et du coup, finalement, il se tire parce que ça se passe pas bien avec la famille de la meuf. Enfin, voilà. Et après, retour à New York, et puis il va amorcer le deuxième voyage. Et là, c'est Neil qui va le rejoindre à New York. Ils vont traverser tout l'État jusqu'à San Francisco par le sud. Voilà. Mais qu'est-ce qui l'amène d'une étape à l'autre ? C'est le hasard comme ça ou du coup, il fonctionne beaucoup en autostop pour le coup. Donc il va se faire prendre en autostop par des routiers. À un moment, il va même, il y a des paysans qui vont chercher une machine agricole, je sais plus, quelques étapes plus loin, quoi. Du coup, en fait, sur l'allée, ils ont récupéré tous les autostoppeurs qu'ils trouvaient pour financer leur trajet, quoi. Donc ils sont tous dans la benne en train de boire du whisky, et puis il fait la rencontre de ces mecs-là, quoi. En fait, il avance sur la route et il attend des opportunités pour vivre. C'est ça. Le deuxième trajet, ils le font avec la bagnole de Neil Cassady, pour le coup. T'as un côté... Mais le premier, il est vraiment en mode débrouille. Ouais. Là, il y a un moment aussi, il essaye de monter dans le train, dans un train de marchandises à la volée, mais il se foire parce que ça demande un petit apprentissage. Que ça marche que dans les films. Et qu'il sait pas faire. Non, il apprend à le faire vraiment plus tard, mais là, quand il essaye de le faire vraiment, il se foire complètement, quoi. Donc il décide soit de prendre le bus, soit de faire du stop, quoi. Au moins, il a pas perdu une main comme Jamel Debbouze déjà. En même temps, faire du stop dans le métro, c'est complètement con, quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ta lecture ? Parce que t'avais l'air d'avoir un peu subi la lecture de j'y viens plus tard, mais là, du coup, je voulais juste parler vite fait de tout ce qu'il y a comme légende autour de ce bouquin-là, quoi. Parce que du coup, il est pas mal mentionné dans tous les articles que j'ai pu lire que Kerouac aurait rédigé le bouquin en 3 semaines sous l'effet de la bézandrine, c'est en fait des amphétamines, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, est-ce que ça rajoute des qualités au bouquin ? Bah, je pense pas, mais du coup, il y a plein de gens qui en font toute une légende de ce truc-là. En fait, les correspondances de Kerouac montrent qu'il a mis plus de 2 ans à l'écrire, en fait. Et qu'il tournait qu'au café parce qu'il disait non, mais il n'y a rien de mieux que le café pour se réveiller, quoi. Mais c'est un mec qui devait avoir un rythme d'écriture, en plus se lever à telle heure et tout, comme quasiment tout le monde, en fait. Oui, voilà. Ouais, ou pas d'ailleurs, mais bon, ça devait pas être... Enfin, 3 semaines, c'est improbable. Après, il a quand même bien bourlingué, le mec, hein. Il consommait à fond. Si j'en crois le bouquin, en tout cas. Comment il s'appelle Pardon, excuse-moi, digression totale, mais le film avec Johnny Depp qui fait un espèce de road trip sous coke, enfin sous Las Vegas Parano. Oui, voilà, merci. J'ai l'impression qu'il y a un mélange entre Las Vegas Parano et Tom Sawyer, en fait, sur la route. Ouais, peut-être un peu, je sais pas trop. Mais avec moins de reptiles et un peu moins d'orphelins. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, voilà, je voulais juste déconstruire un peu ce truc-là parce que apparemment c'est quand même bien de la merde, quoi. Ouais. Et puis là, c'est en gros, je vous ai un peu expliqué plus ou moins les intentions de Kerouac, quoi. Mais moi, ce que j'ai pensé du bouquin. Oui. Du coup, c'est clairement pas pour moi. En fait, faut savoir que Kerouac a utilisé un style d'écriture qui s'appelle le stream of consciousness. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est l'écriture spontanée, en fait. C'est-à-dire que tout est d'une traite. Il y a pas de chapitrage. Il y a peu de ponctuation. Alors, ils en ont rajouté dans l'édition que j'ai, mais dans son truc de base, il y avait très peu de ponctuation. Il a rédigé ça sur un espèce de rouleau. C'est pour ça qu'on appelle ça le rouleau original dans l'édition que j'ai chopé. C'est qu'il avait rédigé ça sur un rouleau. Merci pour les éditeurs. Ils ont dû en chier, quoi. C'est clair, le mec, il est en mode parchemin. Non, mais le mec, clairement, quoi. Plus il est chaud, plus il est frais. Non, mais tu vois, en gros dans une de ses correspondances, il dit ouais, j'ai déroulé le rouleau sur le sol de mon salon et ça me faisait penser à la route. Tu fais ouais, c'est joli, mais ça a dû leur casser les couilles, eux, de ça faire un rouleau. Imagine les mecs, ils se seraient évertués à nous l'imprimer sous forme de rouleau. On aurait eu ça. Il y a une édition où c'était comme ça, en fait. Tu ouvrais le bouquin et puis. Ouais. Moi, j'appelais ma chronique d'ailleurs sur la route le rouleau de PQ original. Hein. Bon, je vous explique pourquoi. En fait, donc du coup, ce style d'écriture-là me convient pas du tout. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment. Ils ont quand même rajouté de la ponctuation avant de l'éditer ou. Ouais, les éditeurs l'ont fait, mais lui, il a fait aucun effort. Il a dit nique les structures, j'en ai rien à foutre. C'est ça le postmodernisme, bande d'enculés. Pourquoi tu fais ça, quoi? Et du coup, ça manque d'un vrai fil conducteur
conducteur, en fait, tu le suis sur la route, mais tu comprends. Enfin, il n'y a jamais vraiment d'intention, il n'y a pas il y a rien. Donc Là, c'est ce que diront les critiques littéraires, diront en fait que l'objectif de Sur la route, c'est justement pas la destination, mais le chemin qu'il emprunte. Oui, non, mais c'est là c'est un dicton. C'est des phrases toutes faites pour dire c'était bien. C'est un journal intime, en fait. Ouais, ça pourrait être un journal intime, mais du coup, il y a d'autres trucs qui m'ont dérangé. En fait, ça, c'est le moindre mal. Le vrai truc qui m'a dérangé, en fait, c'est que Neil Cassady, je comprends pas pourquoi il s'est pris d'amour pour ce mec-là. C'est un putain de beauf absolu. Bah, nous aussi, on t'aime bien, Mollusque. Ça-là, elle était non, mais en fait, il est décrit comme quelqu'un qui vit à 100 à l'heure dans le bouquin, mais en fait, c'est juste un beauf. C'est un glandu, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un petit délinquant, un beauf qui sort avec 3 ou 4 meufs en même temps. C'est Vin Diesel. Qui fait des, Parce que pour Kerouac, qui est bourgeois, en fait, je pense que c'est une forme d'émancipation pour lui, en fait. Genre, oh putain, il est libre. Parce que lui, il est d'un milieu bourgeois new-yorkais, et voilà, c'est une forme de romantisme dont tu parlais tout à l'heure. C'est un aspect que j'ai pas aimé. Enfin, il y a un moment, ils sont, je sais plus dans quel état ils sont, mais ils vont retrouver un pote de Kerouac, qui est plus vieux, mais qui du coup est un gros drogué, mais lui, il a 2 gosses. Il a une gosse de 8 ans et un autre d'1 an, quoi. Et en fait, Neil Cassady, quand il voit la gosse de 8 ans, il va dire putain, dans 10 ans elle je la tronche, quoi. Et c'est ça qui m'a un des trucs qui m'a fait vraiment décrocher le bouquin. Je fais non mais c'est bon, je peux plus, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Kerouac qui se prend pour un putain de caïd, genre j'arrive dans une ville, les gens nous regardent bizarre et tout, mais en fait t'es juste un putain de mec qui fait de l'autostop, mec. Quand on arrive en ville, et puis en Starmania maintenant. Et puis pour conclure, la plupart des personnages pour moi sont assez, ils manquent de saveur. C'est vraiment, c'est plat, quoi. Il y a un truc qui me dérange, quoi. C'est plat comme une route. J'allais te demander, est-ce que tu as eu l'occasion de voir le film? Il y a un film. Alors, il y a un film. Oui, il y a une adaptation avec Sean Penn qui a été primé, il me semble. Ah ouais? Ou elle était en lice pour gagner des trucs. C'est Sean Penn. C'est pas Sean Penn, il a fait Into the Wild. Mais c'est pas... j'ai peut-être totalement confondu avec Into the Wild. Non, mais il y a effectivement un film que j'ai... Il a pas fait Into the Wild, mais si, bien sûr que si, c'est le réalisateur d'Into the Wild. Ah oui, mais non, mais lui, il parlait en tant qu'acteur. Ouais, moi je parlais en tant qu'acteur, c'est pour ça que j'étais là. Mais je me trompe peut-être, alors pardon. Non, mais il y a bien un film que j'ai pas maté, mais j'avais regardé le synopsis. Apparemment, il décrirait que le second voyage, quand ils partent de New York dans la... Je sais plus c'est quoi là, c'est une Hudson, la bagnole. D'accord. De Neil, et qui traverse l'État vers le sud pour aller à San Francisco. Et à ton sens, c'est la partie qui était la plus intéressante à adapter? Quitte à adapter, il aurait fallu faire tout, quoi. Ouais, je pense, mais je l'ai pas vu non plus, tu veux, c'est sur ma wish, sur ma liste. En fait, pour moi, cette partie-là est peut-être pas la plus intéressante, parce que du coup, ils sont tout le temps en bagnole, ils ont aucune galère, ils prennent des mecs en autostop pour aider à se déplacer. Ça représente combien de pages ou combien de kilomètres de rouleau, ton bouquin? Alors là... C'est un pavé, le machin ou... Non. Je lis sur liseuse, alors j'ai pas de notion du nombre de pages, mais je sais pas, il y en a pour une dizaine. T'as mis combien de fois les doigts? Combien de fois tu t'es léché le doigt? Mais non, mais les pages liseuses. Ta liseuse, tu remontes, tu montes et tu descends. Moi, je pense que c'était une bonne question. J'aime beaucoup la façon de la poser, en tout cas. Ça m'a déstabilisé parce que je comprenais pas ce que tu voulais dire au départ. Je pense qu'on peut compter comme ça en liseuse. Non, mais voilà, pour moi c'est un bouquin qui se contente d'enchaîner les noms de villes et les kilomètres parcourus sans vraiment plus d'intérêt, quoi. Donc c'était une déception. C'est un bouquin que j'avais beaucoup adoré, beaucoup aimé quand j'avais 14-15 ans. D'accord, tu l'as redécouvert là en fait. Okay. Je l'ai redécouvert, je l'ai relu là, et mon expérience de lecteur, ou j'en sais rien, en tout cas c'est moi qui ai changé, c'est pas le bouquin. Oui. Fait que je l'aime plus aujourd'hui. C'est maintenant que t'as bourlingué sur tout Crozon là, maintenant. C'est ça. Je pense que je serais pareil que toi, je l'avais lu quand j'étais ado aussi, à 15-16 ans, et je pense que si je le relisais maintenant, je me dirais c'est encore un énième délire bourgeois romantique, et que ça n'apporte absolument rien. Non, la fille Lindon, elle y est pour rien, Angelo. Est-ce que tu le conseillerais à un ado? C'est émancipateur quand t'es ado, si tu veux. C'est gris. Dans l'absolu, je peux pas dire qu'il faut pas le lire, parce que ça reste un classique et que ça peut forger une culture. Et moi, il m'a pas plu, ça veut pas dire qu'il plaira pas à quelqu'un d'autre, quoi. Donc oui, je peux le recommander. Moi, j'ai un avis dessus. Peut-être que quelqu'un aura un avis différent, quoi.
Merci beaucoup, merci. Merci, Ça reste un truc que je voudrais voir en film. Après, je sais pas si je me laisserai tenter par le livre un jour. Clairement, j'ai pas envie de le les, lire. les critiques sur le film sont assez dures, peux. même de gens Ouais. qui ont aimé le bouquin. Moi, le film. Essaye le me bouquin, la tentait rigueur, pas des peut-être que masses. toi tu l'aimeras. Pourquoi pas. Le premier des objets qui me tombera dans les mains, bah j'essaierai. Voilà, on verra bien. Ma bite. Ouais, bah c'est super, merci. Eh ben. Bonne blague. Ça, c'est Bien, Charlie, j'ai envie de te poser une question. Oui. Charlie, Non, je vais pas t'embrasser tout de suite. Il y a combien de thé dans Indiana Jones 7. What? Non, il y en a pas 7. il y en a pas 7, non, il y en a 4. Il y en a beaucoup plus que ça. Bon, allez. Let's go, du coup, c'est ça Attends, je me fais mon générique. C'est la chronique de Chacha, c'est la chronique de Chacha. Moi, je m'en fous, c'est moi qui fais mon... Ok, bah moi, ça Alors, sera au cas où alors. Du coup, je fais quand même mon intro parce qu'elle est intéressante. Un fouet, des nazis, un goût pour l'aventure. Non, ce n'est pas l'ancien chef de protocole du ministère de l'Intérieur qui se faisait des soirées scatophiles dans les égouts de Berlin avec des néo-nazis, mais bien Indiana Jones. D'accord. Allez. Bon, alors du coup, Indiana Jones. Ah, qui c'est déjà Indiana Mais Jones? oui, Déjà, qui c'est à la base, c'est les vêtements. Bah oui, c'est vrai. C'est la veste de cuir, c'est un chapeau brun de type fedora, pour avoir le nom, exactement. Une chemise kaki, un pantalon beige et de grosses chaussures brunes. C'est un fouet. Un pistolet, qui ne sert pas souvent, parce que lui, il est plus castagne que tiré. C'est un séducteur à la sauce années 80-90, donc c'est un peu rude maintenant quand on a vu tout ce qui s'est passé. Il est atteint d'ophiophobie. Ophio. La peur des serpents. Mais par contre, il a vraiment peur d'aucun autre animal, clairement. Non, mais les serpents bien comme il faut, quand même. Ouais, par contre, ouais. C'est un archéologue homme de terrain, contrairement à son père qui est un rat de bibliothèque. Tout à fait. Et c'est un peu le James Bond de Steven Spielberg à la sauce aventurier. Clairement. Ouais. Pourquoi James Bond? Ah si, C'est, en fait, c'est... En vrai, moi je l'avais déjà en tête et en lisant plein de trucs, ça dit mais vraiment partout quoi. C'est vraiment, c'est son personnage, il est aventurier, il est séducteur, il est machin. C'est juste qu'il y en a un c'est un aventurier et l'autre c'est l'agent secret. Quoi. Tu vois, le nom fait toute une œuvre. C'est juste pas le même métier, mais... C'est pas le même job, c'est pas le même mec, mais... Ok. Mais James vrai, Bond, c'est James Bond, Indiana Jones, c'est... Il y en a un qui est agent secret, l'autre qui est archéologue, aventurier, et puis voilà, enfin après, dans l'idée, on est passé. Mais il casse des gueules et il chope des meufs. Voilà. Et bah c'est James Bond. C'est Indiana Jones que tu parles. C'est les deux, bah oui. Donc qu'est-ce qui fait un bon Indiana Jones? Bah tout simplement déjà l'aventure, l'action, il y a aussi de l'humour. Il y a la musique de John Williams. John Williams. La musique joue beaucoup. Donc oui, John Williams, pour ceux qui ne savent pas, c'est Harry Potter, c'est Jurassic Park, c'est Star Wars, c'est Superman, la liste de Schindler, entre autres. Beaucoup avec George Lucas ou Steven Spielberg, ouais. Des petits gars, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi? C'est un mythe, une légende, une croyance qu'on connaît mais qui est réelle. Que tout le monde connaît, donc le Graal. Ah oui. J'ai tiqué sur qui est réel, tu vois. Je me dis, ouais, non, mais crâne de cristal. Ouais, qu'on connaît, mais justement avec derrière un peu de fiction, toujours un peu. Non, le crâne de cristal, la légende est connue. Le crâne de cristal. Ah, c'est connu, ça existe vraiment. Enfin, avec les aliens. La légende existe. Ça, c'est la partie fiction. Tu vois là. La partie. Il y a toujours une partie réelle. Une croyance légende. Des croyances. Mais après, le Graal, voilà, c'est pareil. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Ça. Il y a un truc, c'est le format des films. Et une chose qui est claire, c'est une pré-scène où on voit Indiana Jones se faire voler un objet qu'il a trouvé. On commence toujours comme ça. Ouais. Après, un petit passage à l'école, parce qu'il faut pas oublier qu'il est quand même professeur d'archéologie à l'origine, et que c'est pas juste un aventurier, c'est un vieux professeur, comme on les a tous eu, comme Angelo. Moi, j'aimerais bien être sur le terrain plus souvent, je vous avoue que... Et du coup, à ce moment-là, il apprend sa nouvelle aventure. Derrière, c'est un voyage en avion ou en transport, où il y a la classique, où on voit le petit trait rouge qui se balade de ville en ville et tout, et ça, c'est un classique. Ça, tu l'as vraiment dans les 4? Dans tous. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la base. C'est vrai, ça, on se déplace sur la carte avec s'il n'y a pas ça, ce n'est pas Indiana Jones. C'est un marqueur. C'est vrai qu'en général, on se rappelle plus du truc de l'avion, mais aussi quand il se balade en voiture ou autre, on peut voir des déplacements. Exact. Et c'est toujours en fondu enchaîné avec l'image derrière. Voilà, toujours en fond. Voilà. Des énigmes, des courses-poursuites, de nombreuses péripéties, et toujours une femme. Toujours. Voilà. Après, des nazis ou des Russes qui volent toutes les découvertes qu'ils trouvent. À chaque fois. Il les trouve, il se fait niquer la gueule. Il les trouve, il se fait niquer la gueule. Et toujours un final haut en couleur. Ça, pour moi, c'est le scénario de base. Et après, tu rajoutes des choses au milieu. Ouais, c'est plutôt ça. T'as la formule. T'as la formule si tu veux en faire un demain. Bon, bah, c'est fini. Merci beaucoup.
Très bien. Voilà. Donc on va vous parler quand même de ses aventures en général. Et je vais les prendre en fait en ordre chronologique par rapport au film. Mais il faut aussi savoir que par contre, Indiana Jones, c'est des romans, des BD, des nouvelles, enfin il y a énormément d'histoires. Et en fait les premières histoires sont plus avant celles qu'on connaît dans les films. Donc par exemple en 1927, il retrouve la trace de l'Arche de Noé au mont Ararat, qui se fait engloutir par des tonnes de glace et de neige. Et après aussi par la quête de la dernière corne de licorne. D'accord. Donc là, c'est pas dans les films. Là, on est dans les romans, les nouvelles, les BD. Alors, attends, je t'interromps 2 secondes, mais c'est des produits qui sont antérieurs au film ou c'est Non, des en général, trucs t'as eu souvent c'est entre. Ça a commencé, je crois, à peu près après le deuxième film. Parce que c'est les films qui ont créé le personnage. Les films ont créé le personnage. C'est comme l'univers Star Wars, en fait, ça s'est décliné. C'est l'univers étendu. Moi, je lisais des bibliothèques vertes quand j'étais petit, c'était Indiana Jones Junior. C'était l'adolescence de Indiana Jones. Oui, ado, oui. Il y a une série d'ailleurs qui a fait 2 saisons Indiana Jones Junior. Faut que je trouve ça. Avec l'acteur qui interprète Indiana Jones dans le 3e. Vous avez repris le exactement. Oui, qui est malheureusement mort d'ailleurs. Voilà, c'est passage. En 1930, il est confronté à des ovnis, se lance à la recherche de la pierre philosophale, fait face à des géants et des dinosaures. Allez. Donc moi je me dis, quand on voit l'histoire du 4, tu te dis, est-ce que c'est peut-être pas d'un peu... Pour nous, ça sort pas de nulle part. Pour une équipe comme la nôtre, c'est toute une vie. Pour un mec comme Indiana Jones, c'est un jeudi après-midi. C'est bon. J'ai vu la pierre philosophale hier après. Il y a toujours un truc d'ailleurs, j'y pense, mais il part toujours à l'aventure pour trouver un truc qu'on connaît de par des légendes, des croyances. Et en fait, finalité, il se retrouve à jamais la ramener, quoi. C'est trop embarqué dans autre chose. Mais il y a pire encore, mais je veux pas spoil ta chronique, donc je te laisse avancer. Du coup, on arrive en 1935. Donc là, on est sur le 2e opus. Indiana Jones et le Temple Maudit. Parce que du coup, le 2e opus, par rapport à la chronologie d'Indiana Jones, c'est avant, en fait. D'accord. Ah ouais? Le 2e opus est sorti après, mais en termes d'histoire de Indiana Jones, c'est d'accord. Ça se passe avant. Ok. Il part en Inde. Putain, ça fait plaisir, t'as bien lu ma chronique, toi. Oui, non mais je l'avais lu, mais en fait, je m'étais pas rendu compte de ça. Il fait des chroniques sur des jeux auxquels il joue pas, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que prendre du temps pour relire la tienne. Et ça, dans le film, il y a à aucun moment tu on sais te pas. fait comprendre. C'est pour ça, je sais plus. Je sais plus s'il y a une notion. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, donc là, pour le 2e film, donc en 1935, il part en Inde sur le chemin des pierres de Sankara avec le jeune demi-lune, sacré jeune demi-lune, et l'artiste de musical Willie Scott, et il affronte des adeptes du rituel Thug. Je trouve bien parce que c'est Thug Life. C'est Thug Life à fond. Ça s'écrit comme ça. On arrive en 1936, donc qui correspond au premier opus. Donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui est d'ailleurs le seul opus où on n'a pas le nom Indiana Jones dedans. Oui, exact. Parce que c'est pas encore une licence. Ouais, à l'origine. Il se met donc dans celui-ci à la recherche de l'Arche perdue. Ils ont bien trouvé le nom quand même. C'est bien foutu. Espérant le retrouver avant les nazis et l'archéologue français René Belloc pour sauver le pays. Donc là, on est en 1936. Pour dater par rapport à 39-45. Là, c'est quoi juste on peut rappeler, l'Arche des Croisés, c'est quoi déjà en termes iconographiques? Ça représente quoi? L'Arche des Croisés? Ouais, c'est l'arche qui cherche justement. Ah, c'est là où il y a les testaments dedans et qui auraient été perdus. En fait, dedans, tu dois avoir tous les 13. Il y a combien de testaments, les gars? Je suis perdu. Je connais pas assez bien. Ah non, tu parles des rédactions des apôtres? Ouais, de base de. Ah, ils sont 12, les gars. Non, à l'origine, là, dans la team apôtres, ils sont 12. Là, on est en train de dire la merde. Moïse. Oui. Qui a ramené les pierres. Ah, les commandements. Les commandements. Les commandements. J'ai dit le testament. Excusez-moi, les 12 commandements. Les 10 commandements. Ouais, 10 commandements, 12 plaies d'Égypte, je sais plus. Les 10 commandements. Les 11 commandements, c'est Michael Young. Bah ouais, c'est pour ça que je suis perdu. C'est pas pareil. C'est plus facile à trouver, Michael Young. Attends, Michael Young, il était dans un Indiana Jones. Ouais. Ah putain. Donc, non, c'est les 10 commandements en fait qui sont dans cette arche. Donc c'est pas relié au croisé, c'est pas du tout relié au croisé, ça a juste été perdu à une époque et on sait pas. Ok. Parce que là, t'as confondu avec le 3e film, Les Croisés. Peut-être. Oui, je crois que tu... Du coup, 3e film, on est en 1938, donc toujours les nazis présents. Quand son père Henry Jones Sr., joué par Sean Connery, se fait kidnapper par les nazis lors de sa quête du Graal, et Indiana Jones vole à son secours. Et il dit même les nazis, je hais ces gars-là. Et du coup, pour moi, c'est mon préféré, celui que j'ai rincé à fond. Je suis tellement d'accord. Moi, c'est le deuxième. Quand j'étais gamin, avec le cœur. Celui-là était flippant. Il y avait Sean Connery dans le 3, quoi. Mais ouais. Et 1957, Indiana Jones est poursuivi par les soviétiques et l'agent russe Irina Spalko quand il part à la recherche des crânes de cristal et de l'origine mystérieuse. Il n'existe pas, de toute façon. On sait pas de quoi tu parles. On n'a pas le droit d'en parler dessus. Pas le droit d'en parler? Ouais. Moi, je trouve qu'il est pas si purge que ça. Attends, il y en a pas un. Je veux pas te spoil non plus, mais. Et il y a un 5e qui devrait sortir en 2022. C'est ce que j'allais te demander. Et oui.
Et ce sera toujours Harrison Ford, hein, c'est bien ça. Ouais. Ah oui, toujours. En déambulateur, par contre. Dans un frigo. Quelle horreur. Juste avant de parler, Un masque. juste pour la suite. Ouais, clairement, en fait, Indiana Jones, ça rappelle clairement mon enfance. Parce que les cassettes, je les ai rincées par les 3 premières, du coup, à l'époque. Et aussi, j'avais le jeu sur le Microsoft DOS de la Family. Oh putain. Indiana Jones, qui était. Tu refaisais l'histoire du 3, du 3ème sur film. Super NES, moi. Ouais, c'était trop bien, ça. Je l'ai fait 1000 fois. C'était méga cool. Juste, aussi, c'est des scènes cultes, Indiana Jones, clairement. Bah, il y a la course avec la boule de pierre géante, qui est super connue. C'est culte. Ouais. Le meurtre de l'homme avec son sabre par le pistolet d'Indy. Le mec qui se la pète. Ouais. Et c'est bien connu l'histoire, en fait, c'est que le petit Harrison Ford, il avait une méga chiasse. Et à l'origine, il y avait une baston, et du coup, il a pas pu faire la baston. Ils ont fait cette scène, et en fait, elle est super mythique. Mais c'est lui qui a improvisé à ce moment-là, en fait. Oui, ça a été prévu juste 5-10 minutes avant. Quoi. Ah oui, je croyais que c'est lui qui avait improvisé. Il fallait quand même avoir la balle à blanc dans le pistolet, quand même. Oui. Pas une mauvaise J'ai idée. adoré Mollusque qui a fait ouais merde. Ah mais 2001 et sa conduite dantesque. Oh là là. 2001 quand il marche sur les scarabées aussi. C'est pas des gâteaux ça. C'est vrai qu'il l'a trop bien fait. Non parce qu'il est pas si fort l'accent quand même de Oh, si, 2001. si, je suis non. désolé. Ah, il est comme Si, ça. si. Non, alors en vrai, la VF elle est comme ça. C'est revu comme ça, il y a revu en VF. Cette réplique je la sors 20 fois par an alors. Et du coup dans le même film, le saut d'un avion dans un bateau pneumatique, les cœurs retirés d'un torse à main nue, la poursuite avec les trains de la mine. Ah oui. Sean Connery qui éclate un avion avec un simple parapluie. C'est que des trucs que tu retrouves dans les jeux vidéo en fait. Ouais. Je pense contre les... C'est toujours la poursuite avec un char, la course-poursuite, les différentes énigmes pour trouver le Graal, et quand même dans le 4ème, la scène avec la fourmilière est assez dingue. Et la scène des de liane en liane aussi. La scène du frigo. C'est nul. Non, La scène du frigo, putain. Elle est culte. Et du coup, je vais vous finir ce petit truc par 3 petites questions. On passe en mode quiz. Un petit quiz. Allez. Il s'autorise. Tout simplement, qui a créé le personnage d'Indiana Jones? George Lucas. Ouais, au cas où, on sait jamais. Pourquoi le prénom d'Indiana? Parce que son chien s'appelait Indiana. Et en fait, déjà, le chien de George Lucas s'appelait Indiana. Oui. Et lui, il voulait l'appeler Indiana Smith, le personnage, mais Spielberg aimait pas du tout. Et il a dit Indiana Jones, ce serait beaucoup mieux. Bravo Spielberg. Ok. Parce que Indiana Smith, ça sonne Ça pas fait du bizarre. tout. Ouais, Non, ça c'est vrai que c'est pas pareil. Et quel est le vrai nom d'Indiana Jones? Ça, c'est plus dur. ça. Henry Walter Jones Jr. Oh, il est beau. Oui, là, t'es très fort. Parce que j'étais hardcore fan. J'aurais trouvé Henry, mais Walter Jones, alors. Bien C'est joué, plus là. facile que Tom Elvis Jr. Elle est très belle celle-ci. Et On a eu ouais. ça en question pendant le jeu là. Ah oui. Moi, c'est culte, mais c'était un passage obligatoire. Je pense que c'est. Bah je sais ouais, pas pour vous, mais moi, c'est clairement mon aventurier préféré, Indiana Jones. Sinon, j'ai 3 pages après En tout cas, le d'anecdotes plus sur les films. Allez, si t'as un truc ou deux croustillant, vas-y, balance. Non, hein. ouais, c'est pas assez croustillant. C'est pas assez croustillant. Bon, bah alors Des notes, tais-toi. c'est de la merde. Tais-toi à jamais et laisse la parole à l'ancien, au vénérable, à celui qui va nous décrire les plus beaux triangles du monde. Celui qui ne parle qu'en énigme. Tu aimes les polygones, tu aimeras Tomb Raider. Et oui, en effet, au milieu des années 90, les héros bodybuildés munis d'un gros calibre et d'une grosse paire de testicules en adamantium rencontrent un franc succès et débarque alors une héroïne d'un autre genre, munie d'un flingue dans chaque main et d'une grosse paire de tétraboops, Lara Croft. Ah, que de bons souvenirs. Je me rappelle, 1996. Je sais pas ce qui tâte avec sa main dans le vide, mais c'est flippant. Je vis toujours chez mes parents, je m'enferme dans la salle de jeu à l'étage. J'aime ces moments-là. Je suis là, tout seul. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord, j'éteins la lumière. Toujours. J'allume la télévision. J'insère délicatement la cigarette dans la pousse. Puis dans l'ordre, je me cure le nez, je me gratte le cul. Et j'empoigne ma manette. Je le fais toujours aujourd'hui. Et puis, une gorgée de Sironimo Grenade. Toujours. Enfin, j'appuie sur On. Oh, ça Ça fait vibrer, hein. Ça fait des frissons, putain. Je parle nostalgie. Putain, ça peut l'entendre. Bon, en vrai, j'avais une Saturn, déjà. Quel connard. Je l'ai lu plus tard,
Donc c'est parti pour Tomb Raider, développé par Core Design, édité par Eidos, sorti en 1996 sur PC, Mac, PlayStation et Saturn. Sur le papier, c'est un jeu d'aventure, action, réflexion, exploration, adresse. En réalité, c'est plutôt un enchaînement de salles cubiques pleines d'énigmes pour enfants avec un scénario décousu, de l'action mollassonne qui nécessitera patience, dextérité et surtout beaucoup de self-control pour ne pas jeter la manette dans l'écran. Mais à l'époque, c'était une dinguerie révolutionnaire. Je sais pas, j'ai jamais réussi à passer le T-Rex. Voilà, c'est pourtant la meilleure scène, ce qui vaut le coup de l'essayer. Oui. Tout le monde en parle juste de ça. Donc quand même, je vous parle d'une époque où Internet n'était pas présent dans tous les foyers et où on lisait les tests dans les magazines papier. Alors j'ai pensé que ce serait rigolo de faire une petite revue de presse des tests de Tomb Raider sortis dans la presse spécialisée en novembre 1996. Alors du coup j'ai chopé Installez-vous, préparez-vous une tisane. Non. Il a 14 pages imprimées sans les mains. C'est pas vrai, ça va être très rapide. Donc je me suis chopé un console plus, un joystick, un Player One, un PlayStation Magazine, un Génération 4 et un Megaforce. Oh la vache. Donc dans tous... où, sérieux sur le site j'ai noté abandonware-magazine.org. Je suis sûr qu'il en a eu pour 120 balles. En ligne. Non, c'est gratos. Ah, sérieux c'est des abandonware. J'imaginais bien un geek vendre ça, tu sais. Bref. Donc dans tous, en tout cas, l'accueil critique était unanime. Les notes sont extrêmement bonnes, de 90 à 100%. Donc regardons un peu en détail ce qu'en pensent les experts du jeu vidéo de l'époque. Alors je vais prendre une petite voix pour montrer que c'est des commentateurs qui parlent, plutôt que de dire je cite, etc. Tu veux pas faire la voix Alors dans Joystick, les textures sont superbes, bien étudiées et réalistes. Une profondeur de champ encore jamais vue dans un jeu vidéo. Dans Console Plus, c'est si beau pour de la 3D qu'on en a le souffle coupé. Alors, il doit défaillir aujourd'hui dans la télécalcaire. On est clairement au début de la 3D. Hein. Donc j'ai moi aussi été extasié la première fois que j'ai lancé le jeu. C'était du jamais vu, mais honnêtement, c'était pas très très beau. Quoi. 1 heure de jeu vous garantissait de perdre 1/10 à chaque œil et une exposition prolongée, c'était la cécité assurée. C'est clair. Donc continuons un petit peu quand même. Console Plus. Lara a un look d'enfer. Voilà. Là, l'essentiel de la presse va s'arrêter sur ce point. Ce n'est pas le jeu en lui-même qui les intéresse, mais son héroïne. D'abord, Lara est systématiquement comparée à Indiana Jones. Dans PlayStation Magazine, le cinéma avait son Indiana Jones, les jeux vidéo auront leur Lara Croft. Craft. Parce qu'elle fait du papercraft en même temps. Elle fait du craft sur les derniers épisodes. Lara Croft. Donc, ok, pourquoi pas. Donc ensuite, après cette petite comparaison, ce sera surtout un festival de beauf. Gen 4, un corps souple, des jambes fuselées, une poitrine ferme, enserrée dans un juste corps servant de camisole à nos pulsions. L'incarnation de la femme fatale. Un beau test de jeu vidéo. Ah ouais, mais attends, ça s'arrête pas là. On pourrait te faire un petit mix pour faire avec le truc en mode vieux. Ah, bien vu. Avec le son qui crépite, quoi. Dans Player One, Lara possède des mensurations de rêve qu'elle va avoir l'occasion d'exhiber durant des heures. Le joueur peut lui ordonner des actions permettant d'admirer en détail la cinématique de la créature. C'est là qu'on voit qu'on a vachement évolué en là, niveau. C'est beau, c'est magnifique. Calmez-vous les gars, les gars. Joystick, qu'est-ce que vous avez à dire? Attention. Joystick. Je pense qu'ils ont bien bougé le joystick. Ça s'appelle Joystick. Ils ont bien joué avec leur stick. Écoutez ce qu'ils disent dans leur test. Joystick. La gestion de la caméra idéale pour admirer la course féline de la démarche enjôleuse de Lara. Okay. Chapeau bas à l'équipe de Core Design. Nom de Dieu. Sérieux quoi. Fin de citation. Ah, nom de Dieu, c'est la fin. Nom de Dieu. En gros, ce qu'ils ont retenu, c'est qu'on peut faire des POV, quoi. D'accord. C'était écrit. Le mec écrivait ça au PMU. Donc clairement, les testeurs étaient aveuglés par les gros nichons en pointe de les fameux triangles. Est-ce que tu parles de la... Pourquoi elle aurait eu des gros nichons? Il y a une vieille rumeur qui traîne. J'y avais pensé, mais bon, alors tout le monde le sait à peu près. C'est comme quoi un développeur aurait ripé sur une touche ou sur sa molette et il serait passé à 150% de volume de boobs. Et tout le monde était quand même d'accord pour les garder. Ça a été pas de bol, derrière. c'est tombé sur les boobs, c'est mince. Le jour de la sortie. Ça aurait pu être les pieds ou les mains. Ah bah ouais, ça aurait été génial. Ça s'appelle Rayman, non? Ça aurait pu être une
story de Rayman, c'est ça. Ah, moi je croyais que c'était du Seigneur des Anneaux et des Hobbits. On n'est pas passé loin d'avoir Cyrano de Bergerac en explorateur. Bref, clairement, on trouvera difficilement des avis professionnels sur les graphismes qui ne dériveront pas sur des remarques sexistes. Alors regardons plutôt ce qu'ils pensent du sound design. Dans Génération 4, on pourra lire « Si vous imposez à Lara un plongeon du haut d'une falaise, elle poussera un petit cri effrayé du plus bel effet. Tandis qu'un recours à la trousse de secours lui arrachera un soupir assez perturbant pour le joueur masculin. » la précision à la fin, elle est tellement mal mise. En même temps, ça s'adresse... C'est 84 ans. Ça a 25 ans, c'est ça 96, c'est 96. Ça a 25 ans pile cette année. À cette époque, le jeu vidéo n'est pas le public large qu'il est aujourd'hui, ça s'adressait à un public très précis. Oui, on voit le genre. C'est pour ça, à le relire aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui ça pique. T'as un décalage. Donc bon, ok, parlons du jeu en tant que tel. Qu'en est-il du gameplay ? Console Plus. À part Mario 64, on n'a jamais vu de perso aussi maniable dans un monde en 3D. Là, je dis non. Lara est une chèvre avec un pogo stick dans le cul. Là, c'est ma voix normale. Hein, j'étais pas sûr. Hein. Ok, pouvoir sauter et courir, regarder en toutes les directions, tout en gardant à l'écran le personnage que l'on contrôle, c'était incroyable. Mais on avait beaucoup d'éléments de combat. On n'avait pas beaucoup d'éléments de comparaison aussi à l'époque. Voilà, il y a un contexte. Il y avait 10 boosts, si tu veux. Mais malgré ça, cette maniabilité, c'était infernal. En plus, à gérer à la croix directionnelle. Pendant les phases de shoot, tu passes ton temps à faire des sauts périlleux et à te prendre des murs. Et pendant les phases de plateforme, tu fais des petits sauts de cabri pour te positionner au poil de cul. Et ouais. Avant de t'élancer et finalement tomber dans le vide. Fallait rappeler que c'était... Est-ce que vous l'avez tous fait ? Ouais, c'était des grilles. C'était des grilles 3D. Voilà, en fait, quand t'étais joueur, tu calculais en fonction de l'espace parce que c'était des grilles 3D, c'était des cubes. Je l'ai fait sur PC, moi, t'imagines, avec les flèches et tout. Je l'avais sur PC aussi. Apparemment, c'était terrible sur PC parce que c'était horrible avec le clavier. C'était un cauchemar. C'est un cauchemar. Je l'ai pas fini. Et par rapport à Mario 64 où là, pour le coup, c'était fluide. Lara, fallait qu'elle s'arrête, qu'elle tourne, ensuite qu'elle court, qu'elle retourne. T'avais pas, tu pouvais pas. C'était un puzzle en fait. C'était un tank en fait, Lara, quand il passe. Pac-Man avec des triangles. Juste pour finir sur la revue de presse, un dernier petit point qui m'a complètement mindfucké. Donc dans PlayStation Magazine numéro 6, page 56. Numéro 6, putain. Attention. Loin des talibans à l'intelligence inversement proportionnelle à la foi qui les anime, les jeunes femmes peuvent aussi briller et prouver, s'il en était encore besoin, le Moyen-Âge étant terminé depuis quelques années déjà, qu'un 90-60-90 peut être tout aussi efficace qu'un de nos bons héros machos. Heureusement pour elle, Lara Croft n'est pas née en Afghanistan. Oh merde. Et là, je me suis dit, mais nom de Zeus. Mais oui. C'est en fin 1996, les talibans gagnaient la guerre d'Afghanistan et prenaient le contrôle du pays. Qu'ils perdront ensuite en 2001 avec l'arrivée des États-Unis, et qu'ils regagneront aujourd'hui. Voilà. C'est l'actualité, donc c'est pour ça. Peine actu le gars. Je suis tombé là-dessus, j'y croyais pas, et en effet, voilà, c'est juste la vache. Une boucle temporelle. Ouais. Donc bref, pour faire un petit bilan de tout ça, j'ai été sévère avec ce jeu et pourtant j'y ai passé du temps. Au final, le système de déplacement dont on parlait, qui était plutôt rigide, il fonctionnait quand même plutôt bien et avec de la pratique, on le maîtrisait et Enfin, moi, je prenais du plaisir vraiment à me positionner. C'était gratifiant quand il arrivait. Voilà, à quel moment? Au moment des petits cris ou alors parce que c'est fort? Vraiment, réussir un saut. Selon les magazines de l'époque, pardon, excuse-moi, mais. Les sauts périlleux latéraux en tirant et tout, mais c'est un classique. Tu fais gauche, droite, par gauche. contre, tu passais ton temps à faire des sauts périlleux à tirer. Vous vous souvenez quand il y avait une manip, quand tu grimpais au rocher, du coup, elle faisait un bout poirier? Mais ça, je l'ai jamais fait. Ça, je l'ai découvert dans la vidéo du jeu. Du JDD. Tu l'as jamais fait? Avec c'est L1. comme n'avoir jamais fait saut de l'ange avec elle, quoi. Et oui, c'est pareil. C'était une manip avec L1 aussi. C'est comme avoir jamais fait pause pendant Basic Instinct, c'est un peu ça. Ouais, c'est pareil. Ça marche pas. Ça me parle plus déjà. En tout cas, voilà, juste un petit point qui était vraiment fou encore aujourd'hui, c'est que l'animation a été faite sans motion capture. Et je trouve que l'illusion, elle reste encore crédible maintenant. Ça, c'est dingue pour le coup. Si on le reprend aujourd'hui. Donc, si on met de côté le personnage de Lara à sa sortie, Tomb Raider est surtout un jeu ambitieux et novateur. C'est avec un peu plus de recul qu'on peut réaliser aujourd'hui l'impact qu'a eu ce jeu sur le paysage vidéoludique.
Au-delà d'avoir permis aux joueurs d'explorer leur sexualité, Tomb Raider aura ouvert une nouvelle voie vers le jeu d'exploration que beaucoup d'autres suivront avec petit à petit moins de contraintes techniques et davantage de savoir-faire aussi. Donc ceux qui ne l'ont pas essayé, les auditeurs du coup, vu que tout le monde l'a essayé ici, essayez-le au moins pour jouer la scène où on affronte un fucking T-Rex. Ah, je t'ai spoil tout à l'heure, pardon. Non. C'est pas grave. Donc par contre, n'essayez pas les jeux qui ont suivi, du moins jusqu'en 2000. Là, je vous renvoie vers la vidéo du joueur du grenier. Je les ai tous fait quand même. Ouais, moi j'ai jusqu'au 4. Ouais, non. On va pas s'arrêter là-dessus, mais moi ils ont été faits. J'en ai fait quelques-uns. Ça s'est passé comment l'adolescence, les gars? Bien. Moi, je les avais tous en gravé. Je les ai tous fait. Ils étaient piratés, les miens. Allez, à la limite, si vous connaissez pas, passez directement au reboot. Car en effet, après Tomb Raider, je voudrais vous parler de Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics, édité par Square Enix Europe, sorti en mars 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC, 2013. Puis remasterisé sur PS4. Maintenant, c'est tout le temps remasterisé. Il va sûrement arriver sur PS5. Le scénario, on va s'arrêter vite fait dessus quand même, on n'en a pas parlé sur le premier, c'est à peu près la même chose que dans tous les épisodes de Tomb Raider. C'est un mélange d'Indiana Jones, Sidney Fox, Alan Quatermain, Benjamin Gates, ce que vous voulez. Lara et des méchants convoitent une relique, des créatures fantastiques protègent la relique, piste, fausse piste, voyage, trahison. Tout le monde arrive au même endroit, au même moment et bim! Le tout saupoudré de phases de cabrioles en tous sens et de meurtres de masse. Un bon gros nanar d'aventure sans queue ni tête. Ça aurait pu être un bon scénario pour un Indiana Jones, mais ça part complètement en couille et ça ne ressemble plus à rien. Je trouve que t'es méchant avec les scénarios. Au final, on est Moi, plus franchement, qu'avez-vous retenu du Tomb Raider de 2013? Je m'en fous parce que le film. Rien, voilà, on s'en fout. Non mais attends. T'arrêtez là, on s'en fout. Arrête. Ah si, l'histoire. Le film en plus, il suit exactement l'histoire et du coup, je l'ai vu 2-3 fois parce qu'il passe très bien le film. Ah bon? Ouais, le film, j'ai commencé à le regarder, ça passe. Oui, avec Angelina Jolie. Non, c'est le film qui est sur ce film, qui est sur ce jeu. Ouais. Le nouveau. C'est pas avec Angelina Jolie? Mais Angelina Jolie, elle a bien joué. Oui, mais ils étaient pas ouf les films des deux. Après, moi, je suis. Ah, mais ça existe, on est d'accord. Je suis moins touché par ce genre d'histoire. Toi, même les Indiana Jones, ce qui m'a pas marqué, c'est le scénario. C'est plus des scènes cultes dont on parlait. Oh, un petit scénario. Mais c'est vrai que pourtant, dans Tomb Raider, il y a aussi un effort notable. Ils essayent de raconter une histoire tout en y intégrant des légendes et des mythes existants. Mais de toute façon, c'est en général qu'un prétexte pour nous faire voyager. Mollusque s'est transformé en chat. Ouais, c'est clair. Mollusque s'est transformé en chat noir. Momo, est-ce que je t'attends, Momo? Non, vas-y, continue. À mon avis, je continue comme ça. Non, mais ta chronique l'emmerde, c'est tout. Ouais, c'est clair. C'est barré, le mec. C'est vexant. Bref, en général, c'est qu'un prétexte pour nous faire voyager dans différents environnements. Ce n'est clairement pas dans l'histoire que repose le véritable intérêt du jeu. En effet, Tomb Raider aujourd'hui, ça ressemble à un jeu d'aventure parmi tant d'autres. C'est un cover shooter lambda, avec quelques phases épiques et des QTE lambda, du crafting lambda, un arbre de compétences lambda, de l'infiltration lambada. Lambada. En effet, la rage de danser. C'est faux. Ouais, il y a le truc lambda. Un gameplay lambada. Putain, j'ai même fait une faute de frappe lambada dans mes deux. Fais gaffe, tu l'as dit à l'oral, la faute de frappe. Bref, il y a tous les éléments d'un jeu vidéo moderne implémentés et maîtrisés, mais sans réel coup de génie, mais vraiment quand même bien maîtrisés. Et pourtant, ce qui le démarque des autres titres, ce sont les phases d'exploration dans les tombeaux et les temples. Et là où c'est vraiment, je trouve que Tomb Raider est un jeu à faire pour plus qu'un autre. Donc c'est le point essentiel du jeu, et c'est de suite Rise of Tomb Raider et Shadow of Tomb Raider. Là, on peut enfin dire que Lara est une exploratrice. Après plus de 15 ans d'attente, on a enfin le droit à un Tomb Raider terriblement beau déjà, et agréable à prendre en main. Et agréablement lambada. Pardon. On y découvrira des espaces vastes et hostiles où il faut prendre le temps d'observer, de contempler même, et réfléchir à ce qu'on va faire avec la palette de mouvements, de compétences et de gadgets qui s'offre à nous. L'exploration n'est plus une option, le jeu nous incite à fouiller chaque recoin. C'est en monde ouvert ? Non, semi-ouvert. On appellera ça du semi-ouvert. Ok, ça passe encore. Moi, les mondes ouverts, tu sais, ça me panique. Mais justement, la partie qui donne de l'intérêt au jeu, c'est quand tu rentres dans un temple ou un tombeau, où tu vas pouvoir y accéder librement à différentes phases, etc. Donc, la récompense n'est plus seulement la découverte d'un objet sans intérêt, mais la satisfaction d'avoir déjoué des pièges, découvert un passage, trouvé les bonnes combinaisons, etc. On retrouve vraiment dans ces tombeaux le sentiment
qu'on pouvait avoir enfant à s'aventurer dans la forêt ou dans la campagne. Un sentiment de découverte et d'aventure semé d'embûches. Le sentiment d'être un véritable explorateur, mais avec des gros nibards et un petit boule bien moulé. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de... je crois que t'as bien exploré le temps, ouais. Désolé, j'étais parti retourner le filet mignon, mais du coup, tu sais quel était le premier nom de Lara Croft à la base ? Laura Cruz. Oui, voilà, merci. J'ai pas noté toutes les anecdotes. Mais t'aurais pu le dire par rapport à non, mais j'ai même pas pensé. Cruz, quoi. Mais oui, j'ai même pas pensé alors. Laura Cruz, tout est lié. Le studio voulait pas d'une mexicaine, alors. Par contre, je savais pas pourquoi ils avaient refusé. Bah, tu sais pourquoi la mexicaine, elle aura des gros seins. Parce que en fait, déjà que l'héroïne soit une femme, pour eux, c'était vachement du progrès. Ils se sont dit non, on va pas en plus en faire issu des minorités, quoi. Pourtant, avoir des nibards comme ça, c'est une minorité. Mais tu plaisantes, Jack. Déjà qu'on met une femme, pas une étrangère. T'as pas de coup, j'ai une autre anecdote dans les magazines de 96. Il y avait carrément Lara à poil sur une des photos. Ils l'ont mise à poil en disant oh regardez, il y a des petits malins qui sont amusés à la mettre à poil. Et du coup, t'as une grosse image sur la moitié d'une page. Bref, ok. Voilà. Pardon ? C'est pixelisé ? Non, ils ont pas repris la Lara Croft que tu joues, mais la Lara Croft que t'avais dans les publicités. Ok. Ah, d'accord. Bien mieux fait. Ok, merci Pépé. Pause, y a plus rien à boire sur la table. Bon, du coup, je reprends l'animation pour 30 secondes, parce que c'est Pedro qui va envoyer cette petite table. Pedro. Et en plus, il est tellement habitué à aller dormir chez les autres quand il vient faire les squats ici. Je pense qu'on est bien dans le thème, là. Tu ne crois pas si bien dire, puisque j'ai appelé cette chronique « J'irai dormir chez Momo ». Preuve à l'appui, regardez. Du bon boulot. Voilà, en référence, évidemment, vous l'aurez compris, à « J'irai dormir chez vous ». J'irai dormir chez vous, c'est une série de documentaires de découverte diffusée à partir de 2005 sur les chaînes Voyage et Canal+. Puis sur France 5 à partir de 2006 et sur RMC Découverte à partir de 2021. Alors c'est déjà fini. Okay. D'ailleurs, moi c'est sur France 5 que je l'ai découvert. Je sais pas pour vous. Moi aussi, je savais pas que c'était sur Canal moi avant. C'est France 5. Moi j'avais vu sur France 5 aussi à la base. La première fois j'ai dû le voir sur YouTube en vrai. Parce que j'avais du retard. Okay. Et après j'ai su que c'était sur France 5 et je suis pas fait tant que ça 4-5 mais oui. Bien, et ben non, donc en fait, pour faire rapide, l'animateur Antoine de Maximi voyage dans un pays différent à chaque émission et tente de se faire inviter chez les habitants locaux pour y passer la nuit. Son intention étant de découvrir leur mode de vie et leurs coutumes. Alors, il voyage, on le suit. C'est lui qui réalise, qui a créé et qui présente donc cette série documentaire qui a eu 10 saisons à son actif, avec des épisodes de 52 minutes environ. Oui, mais alors toutes les saisons sont pas pareilles. Il y a pas mal de saisons, plusieurs saisons à 6 épisodes, et quelques saisons à plus de 10 épisodes. Donc c'est pas égal, ça dépendait du diffuseur en fait. Voilà. Donc pour rentrer un peu plus dans le concept, Antoine de Maximi arrive dans un pays où il tente, équipé d'équipements vidéo, donc de caméras. C'est ça qui est important, c'est qu'il est tout seul. Il se filme tout seul. J'y viens, ouais. Il essaie de s'inviter chez les habitants pour découvrir leur mode de vie, donc je vous le disais en préambule, et les périples de ce globe-trotteur à la chemise rouge sont toujours spontanés. Ça dépend toujours du hasard, des gens qu'il va rencontrer sur sa route. Il y a rien de fake en fait, sinon il le montre pas, mais j'y reviendrai plus tard. C'est toujours des aventures, enfin on vit toujours une aventure humaine en fait. Et évidemment, il fait également les passages touristiques un peu obligatoires quand il va dans des endroits où, si tu veux, mettons qu'il fera un épisode à Paris, il passe à 500 mètres de la Tour Eiffel, il va forcément faire un crochet à aller la voir, quoi. C'est pas le mec qui cherche impérativement à toujours sortir des sentiers battus non plus. Donc sur le terrain en fait, pendant qu'il rencontre les gens, l'idée c'est de les faire parler. Il les interroge, il leur pose des questions. C'est souvent assez abrupt en fait. Il a vraiment un comportement de journaliste. Il s'émeut pas en direct, en tout cas le moins possible. T'as le côté juste curieux et les gens sont curieux et du coup tout le monde parle en même temps parce que lui il est curieux des gens et lui il a les caméras. Ouais. Et un truc chelou et du coup tout le monde est curieux de chaque côté et du coup ça fait tout ça. Il est assez cash en fait. Et d'ailleurs il explique aux gens qu'il rencontre, qui filme tout au long de son périple, il leur explique en fait qu'il prépare un film, mais il leur dit pas forcément que c'est pour la télévision, parce que le but, si tu veux, c'est que les gens soient pas en train de se survendre ni rien. Ouais, de garder du naturel. Ouais, exactement, qu'il reste le plus naturel possible.
En fait, il veut pas du tout que ça soit superficiel, voilà. Les gens qu'il rencontre, en fait, ils gardent pas forcément beaucoup de contact avec eux. Il y a peu de correspondance, en fait, entre Antoine de Maximi et les gens qu'il a rencontrés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des rencontres très, très rapides, très furtives. Ils passent une nuit, quelques heures, jamais plus d'un jour ou deux chez la même personne, quoi. Voilà. Donc, pour ce qui est du choix des voyages, c'est assez spécial. Il choisit parfois au dernier moment. Il lui est arrivé d'arriver à l'aéroport et de prendre un billet dernière minute. La plupart du temps, 90% du temps, la veille, il sait pas où il va. Et c'est même pas la prod qui va l'orienter, quoi. Ils mettent tout en œuvre en l'espace de 24 heures pour que ça soit réalisable. Du coup, il y a aussi des pays qu'il évite. Pour des raisons logiques. Sécuritaires. Ouais, pour des raisons sécuritaires. Il y a déjà eu une ou deux fois où c'était très très chaud. Ouais, je vais y venir. Oui, pardon. Mais effectivement, ouais, notamment, par exemple, tu vois, il a jamais fait la Corée du Nord. Il a jamais fait Malakoff à Nantes aussi. Hein. Il a jamais fait Malakoff. Là, il se fera emmerder par des hipsters maintenant. Ouais, donc c'est ça. Il y a des pays qui sont évités à cause des risques encourus. Parce que effectivement, je vous le disais, donc il arrive sans préparation. Alors, si tu veux, ça a des avantages, c'est que. Par contre, comment c'est possible ? Parce que je veux dire, il y a quand même quelques endroits, faut quand même un visa, faut quand même machin. Enfin, tu vois, ça se fait pas des fois en 2 secondes, quoi. J'imagine que ces endroits-là, il va pas. De toute façon, la liste, elle est consultable en ligne. Moi, pour l'avoir regardé, il y a pas beaucoup de pays qui m'ont choqué en termes de voyage. Oui, puis d'accessibilité. Il part pas tout le temps en impro total non plus, quoi. Et puis c'est pas tout. Non, pas tout le temps non plus. Non, de toute façon. Je veux dire, sur place, il est en impro, mais même s'il y a quelques voyages où il a décidé de la destination à l'arrache, il doit plutôt avoir un plan quand même. Non, franchement, pas tellement. Sincèrement. Non, ça se fait vraiment au fil de l'eau. C'est assez incroyable quand tu l'entends en parler. Alors on est libre d'y croire ou pas, hein, mais moi je le pense assez sincère là-dessus. Non, mais du coup, c'est moi qui avais peut-être une mauvaise impression sur le nombre de pays. Je pensais qu'il y avait plus de pays où c'était plus chaud. Il y a 61 émissions, 60 pays. Non, mais c'est dans le sens où le nombre de pays où tu peux aller facilement, rien. Moi je pensais que c'était un peu plus compliqué dès que tu vas plus loin. Il y en a pas mal à partir du moment où, si tu veux, t'as des papiers en règle, c'est-à-dire un passeport, des vaccins et tout ça. Il y a beaucoup de pays où finalement le visa. En fait, il doit être survacciné de tout en avance et il y a plus qu'à y aller. Le mec est un globe-trotter, c'est-à-dire qu'en fait, avant de faire l'émission, c'est déjà un grand voyageur. Tous les trucs qui montent dans l'émission, c'est quasiment que des trucs qu'il a déjà fait. Ok. Mais en fait, il faisait quoi avant ce mec-là ? Je vais être honnête avec toi, je n'en sais fichtrement rien. Ouais, il est pas issu de la téloche, quoi. Mais si, il y travaillait parce qu'il est venu proposer son émission, donc c'est quelqu'un qui bossait déjà. J'imagine, j'ose imaginer qu'il devait déjà être dans les médias, vidéo, dans la vidéo. Ça sort pas de nulle part non plus, si tu veux, parce qu'il est venu présenter son truc en disant moi je voyage beaucoup, j'ai tendance à me filmer, est-ce que je pourrais pas en faire quelque chose ? Et donc c'est lui qui a inventé en fait son espèce de concept alors ce qu'il appelle une espèce de girafe, où il a une caméra, il a une caméra à 30 cm de lui qui filme sa gueule, en espèce de face cam. Il en a une seconde qui filme. Je sais plus à quel angle, mais c'est derrière lui. Bref, c'est des angles que lui peut pas voir pour rien rater. Et il a une caméra au point qui lui permet de viser et de choper des moments à l'instant, de pouvoir. Mais sinon, les 2 autres, il les gère pas. Donc après, il fait un montage. Il a une équipe qui s'occupe des montages, puisque tous les jours en fait il étiquette ses cassettes, cassette, caméra, machin, cassette, il étiquette tout ça, il envoie, et après il y a un montage qui est fait. Alors je vais pas avoir l'occasion d'y revenir plus tard, mais d'ailleurs c'est ce qui moi m'a fait énormément aimer cette émission, c'est-à-dire que il y en a plein des émissions un peu dans le genre maintenant. Bon, lui il était précurseur, d'accord, mais il y a un montage dans cette émission qui est génial. Déjà lui il décide de pas couper les moments gênants. Il décide de pas couper les moments où il a des problèmes. Moment bourré. Par exemple, exactement. Ça, il a pris une cuite au Japon, au saké. Ouais. Il a mâché de l'herbe, une herbe un peu spéciale. Le mélange des deux, il a fait un blackout de 6 heures. Mais pendant ce temps-là, les caméras, elles continuaient de tourner. Mais lui, il est juste mort de rire dans la rue, quoi. Ah oui, ça, c'est les parties qui... Il est éclaté de rire, il parle à sa caméra, il s'en souvient pas, quoi. Ah non, mais c'est incroyable. Cet épisode-là est incroyable. Blackout de 6 heures. Et ça continue à filmer, il se réveille, les mecs l'ont couché, enfin bref, c'est mais il lui arrivait pas mal de trucs, ouais. Bref, je reprends le fil de mes idées, pardon. Il y a quand même des sécurités qui sont prises par la production, on en parlait tout à l'heure. Quand il part, l'idée c'est d'essayer d'aller dormir chez les gens, mais il en fait pas une obligation. D'accord. Il explique en interview l'intérêt, il part à peu près 15 jours à chaque fois. C'est pas forcément de dormir 15 fois chez quelqu'un, mais au maximum possible quand même. Et donc il a toujours, quoi qu'il arrive, une chambre d'hôtel de réservée. D'ailleurs, la plupart du temps, il va poser ses affaires dedans. C'est son espèce de sécurité. Donc il y a une logistique si c'est réservé. Il y a une logistique, il y a 3-4 personnes qui bossent sur sa logistique, si tu veux, mais grosso modo, quand il part du jour au lendemain, il faut quand même tout faire en dernière minute, quoi. Après, le mec, il a besoin d'un hôtel pour poser ses affaires. A priori, il y dort pas, si tout va bien. Il y a quand même des pays où il a rencontré quelques soucis, hein. Alors, lui dit que son pire pays, c'est l'Australie.
Ah ouais. Les gens n'avaient rien à... les gens n'avaient rien à Ah, foutre. mais je me souviens de cet épisode. Et d'ailleurs, très déçu. Il en était très déçu. Enfin, je me souviens en fait d'une communauté dans les terres où le mec était très raciste avec les aborigènes et il était là genre. Ça sert à rien, l'Australie c'est tous des globetrotters donc. Ça. Non, mais bref, en tout cas, il avait l'air de dire il s'en foutait en fait. C'était un peu désagréable. Il a jamais réessayé d'aller dans un même pays. Non, enfin, je après crois pas. c'est quand même un grand pays. Il a fait plusieurs déplacements en France, par exemple. Il a fait des. Alors c'est sous d'autres noms parfois. C'est j'irai dormir chez vous. Je sais pas s'il l'a fait, mais je vais vous donner un exemple dans le Limousin, quoi, par exemple. Et là, c'est des épisodes. 2 semaines dans le Limousin, t'imagines la punition. Pour moi, si tu veux avoir la version française, tu vas regarder Nuit et Culotté. C'est vrai. Ouais. Si tu vas voir la version française, c'est Nuit et Culotté. T'as ça aussi. Je me souviens de. C'est clairement inspiré, de toute façon. Tous les mecs qui sont arrivés après, ils ont vu ce type-là faire ce qu'il. L'épisode spécial qu'il avait fait sur les États-Unis où il voulait traverser le pays quand il est en Nouvelle-Orléans. Ouais, j'en dis pas plus, pardon. J'adore ce moment. Ouais. Il a donc pour continuer un peu dans les épisodes où c'est un peu bizarre, il y a l'épisode du Vanuatu. Alors, avant de vous parler de l'épisode au Vanuatu, faut savoir que il y a pas de troc d'argent avec Antoine de Maximi. Il peut payer les gens en nourriture. Il va acheter de la nourriture parfois, il fait un plein de courses, il fait des genres de trucs, mais il veut pas qu'il y ait d'échange d'argent. Toujours dans la même idée. Que ça fausse pas les interactions. Exactement. De la même façon qu'il se présente pas comme étant quelqu'un qui fait une émission de télé. Voilà. Il veut pas que les gens soit en profitent, soit se sentent mal à l'aise, voilà, bref, tout ce qui pourrait changer le comportement des gens qu'il rencontre. Et donc au Vanuatu, c'est la seule fois où il a été obligé de payer. On l'a forcé à payer pour rentrer ou quitter le quartier. Je sais plus, j'ai un doute. Mais c'est chaud. Ouais, voilà. Il était menacé du coup. Je crois pas, mais je crois que c'était quand même assez sport. Enfin, pas menacé. Disons que c'était peut-être pas l'épisode où c'était le plus sport. Je t'avoue que ça fait pas partie. Ça servait à rien d'aller très loin pour dire non, mais je peux te filer 2 papayes. Non. Enfin bref, il a dû. C'était pour un village traditionnel en fait, si tu veux. C'était. Il voulait voir quelque chose de typique et il a eu l'obligation de payer. Alors c'était peut-être tout simplement touristique. D'accord, c'est un truc un peu musée. Je pense pas que ce soit très. C'est pas un truc où les mecs l'ont retenu. Non, je pense pas que ce soit sous la contrainte, mais pour avoir quelque chose à montrer, si tu veux, d'intéressant à la caméra, il avait pas d'autre choix que de payer en fait. Ouais. Voilà. Comme si nous, si tu voulais aller dormir dans les grottes de Lascaux aujourd'hui, clairement. Ouais, ou le village en Bretagne pas que c'est que t'as pas le droit quoi. Non mais là t'as pas le droit. Non, par exemple, pardon. En faire quelque chose, un bout de reportage ou quelque chose, j'imagine. Je comprends la logique. T'as compris ce que je veux dire. Voilà. Bon, les rencontres se passent généralement bien, hein, mais c'est vrai qu'il s'est fait peur plusieurs fois. Je crois que la première fois où il s'est fait vraiment peur, c'était dans la première saison. Ça devait être dès le 2e épisode, le Québec, il me semble. What? Ouais, dans un village Inuak, peut-être des cousins des Inuits, je ne sais pas. Où un Inuit, sous l'emprise de drogue, lui casse sa caméra. Il est complètement camé, le mec. Enfin, c'est un peu l'archétype, tu sais, de l'Indien camé ou bourré dans les séries américaines fin de 19e. On m'a niqué ma tribu, on m'a niqué mon terrain, et maintenant je me bourre la gueule au casino. Quoi. Bon. Voilà, donc dans le village Vanuatu, je vous en parle tout de suite. Ils étaient très insistants, visiblement pas menaçants, mais très insistants. Il a réussi à s'échapper. Il a aussi eu des petits soucis avec des skinheads dans un bar à Berlin. Il est rentré sans trop faire gaffe au style du bar, en fait, et ça lui a fait tout drôle assez vite. Il était avec le mec de Des skinheads fachos ou des skinheads des Redskins? Alors je pense que l'article sur lequel j'ai récupéré ça n'a pas dû trop s'emmerder, et skinhead, comme la plupart des gens entendent skinhead, c'est-à-dire des fachos. Ah merde. Mais oui. Un jour on fera la distinction pour que les gens comprennent. C'est pas la même chose. Un client du bar finira donc par lui briser d'ailleurs son bras de caméra. Voilà, ce qui l'a incité légèrement à sortir. Et puis il y a un épisode que j'ai revu d'ailleurs pas plus tard qu'hier pour me réimprégner, parce que ça m'avait marqué. C'est des endroits que je connais moi pour avoir habité dans ces coins-là. Il a fait tout un épisode dans les Caraïbes. Et il passe à Sainte-Lucie. Donc Sainte-Lucie, c'était à 1h30 en bateau de là où j'habitais moi. Et il est témoin d'une fusillade. Alors c'est témoin d'une fusillade, je trouve même que le terme est un peu faible. Il est, je saurais pas comment vous dire, c'est pas très visuel pour les gens, mais il est accroupi à parler avec des gens qui sont assis visiblement le long du mur de chez eux, en train de boire une bière dehors. Il parle à des Saint-Luciens, un couple, la quarantaine. Et de l'autre côté de la rue, sur une de ses caméras, donc qui filme derrière lui, on voit qu'il y a un peu d'animation, il y a un espèce de bar, donc très typique créole. Et tout d'un coup, un coup de feu retentit. Et les gens sont assez, c'est assez étrange, mais moi c'est vrai que je l'ai déjà vécu un peu là-bas. T'as des gens qui paniquent, évidemment, mais il y a aussi un paquet de gens qui en ont rien à foutre, parce que clairement en fait c'est la 3e de la semaine quoi. C'est sauf que lui, si tu veux, il est pas habitué à ça, donc il dit aux gens, panique un peu. Ouais, il panique un peu, puis il dit, mais est-ce qu'il faut que il bouge plus, il est tétanisé, donc il devient livide, et il dit donc à ses hôtes, ou en tout cas aux gens avec qui il est en train de parler, est-ce qu'il faut qu'on bouge? On bouge. Et les autres,
Ils sont assis pépouses au fond de leur chaise, limite à se gratter l'entrejambe. C'est chaud, hein. Avec une bière d'ailleurs, une Caris. Qu'est-ce que tu nous racontes, Max? Non, Ressors mec, une bière, bon, ressors une bière. Et au bout de 5 minutes de. Il y a du monde qui bouge, ça s'anime encore un petit peu plus derrière lui, ça devient presque un peu oppressant, tu vois. Ouais. Enfin, même pour nous derrière, derrière nos écrans. Et là, ils lui font ouais, non, on va rentrer quand même, t'as raison, on va rentrer. Oh, putain. Et le truc se coupe. Ouais, il y a eu. Mais il a eu des. Bon, il a eu même un moment encore. Alors, ça, moi, c'est ce qui est le plus marquant parce que le coup de feu. Clairement, il part très proche de lui. Mais il y a un autre truc qui a été encore plus chaud, c'est la Bolivie. Ah, c'est ça. La Bolivie, c'est tendu parce que. Alors je sais plus pour plein de raisons. Ouais, on va dire pour plein de raisons. Voilà. Pour je ne sais plus quelle raison, il s'est embrouillé avec un mec. Mais il n'y a pas de raison très logique. En plus, c'est un truc qui nous paraîtrait dérisoire ici. Et il s'embrouille avec le mec. Bref, il se barre. Tout se passe à peu près bien. Il revient à La Paz, où il avait été accueilli par un Français installé en Bolivie depuis des années avec sa famille. Donc, on voit la gamine, elle a 3-4 ans et tout. Et le mec lui dit, dis donc... Ah oui, c'est ça. Il avait failli se faire enlever en pleine rue. Par une nana qui voulait l'entraîner. Voilà, c'est ça. Et il avait fait un dépôt de plainte, alors qu'au départ, il souhaitait pas trop faire de dépôt de plainte. Résultat des courses, dans le commissariat, pendant qu'il est en train de faire son dépôt de plainte, il y a 11 caméras de télévision nationale qui viennent faire un direct. 11, s'il te plaît. Ouais. Donc il l'interview, donc le mec, sa tête est connue partout, le lendemain il va se promener, on le reconnaît. Et en fait, quand il revient donc à La Paz voir le mec qu'il avait hébergé les premiers temps, là, la famille française, le gars lui dit, mais dis donc, t'as donné mon adresse en déposant plainte Ouais. Il dit, bah non, pas du tout. Ah, parce qu'on a appelé sur mon numéro et j'ai vu une bagnole rôder auprès de la maison et tout. Et en fait, il le dit pas dans l'épisode, mais on l'apprend plus tard dans une interview. En fait, il a quitté la Bolivie ce soir-là, directement, dans le coffre d'une bagnole, direction ambassade de France, aéroport, Paris. Donc, ouais, t'en as bien craignos. La Bolivie, c'est craignos de complètement. Il a réussi à faire un épisode entier quand même sur la Bolivie. Ouais, l'épisode dure quand même, c'est sa bonne 50aine de minutes. Donc, tu le disais tout à l'heure, mais je le réaffirme, aucun caméraman ne suit Antoine de Maximi. Donc, bah voilà, il utilise tous les petits stratagèmes dont je vous parlais tout à l'heure, la caméra à 30 cm, voilà. C'est ce qui lui permet en fait de rester naturel, en fait, de parler aux gens sans avoir rien, parce que finalement, à part sa caméra au point qu'il peut dégainer quand il veut, il a les mains assez libres. Il l'expliquait aussi, je l'ai vu en interview dans C'est à vous il y a peu de temps, il expliquait aussi que c'est un matériel qui lui permet de voyager, de prendre une moto, se lever le matin et dire voilà, je prends une moto. Donc tu disais, est-ce que c'est préparé? Non, il le disait, le matin, il se lève, il voit un loueur de moto en face de la route, il se dit tiens, il y a un point à 50 bornes sur la carte qui a l'air marrant, je loue la bécane, j'y vais. Et la société de prod et tout. Alors je sais pas combien la société de prod paye d'assurance pour ce mec-là, mais je parlais plus du trajet en avion pour le coup que sur celui place, de base en fait. Ah bah l'avion, il lui est même arrivé des trucs. Je veux pas vous dire de bêtises. Il me semble qu'une fois l'équipe qui devait prendre son billet à la dernière minute s'est gourée entre Slovénie et Slovaquie. Et le mec a fait son reportage. Allez. Non mais c'est un truc de fou. Ouais, après vu qu'il se laisse pas un peu porter par le truc, autant y aller quoi. Ouais, non mais enfin oui complètement. Enfin le truc c'est que juste bon là si tu veux Slovénie, Slovaquie, tu dois encore pouvoir t'en sortir. T'es en Europe, si tu pars avec des shorts de bain et que t'atterris Nord Canada et qu'il fait moins 15 parce que t'as mal prononcé le nom du bled, t'as l'air con. La prod d'être acheté des fringues, tu t'en bats. Ouais non mais je pense de toute façon ça doit pas arriver à ce genre de conneries. Mais je vous le disais aussi tout à l'heure, les séquences où il se passe rien, bah il les montre quand même. Et moi il y a une séquence qui m'avait énormément marqué où il est à Jérusalem. Il a eu de gros soucis à Jérusalem parce qu'il a fait des quartiers où normalement t'as pas le droit de sortir de caméra, et il le savait pas, il a failli se faire embarquer. Alors ça vient dans les anecdotes que j'allais vous raconter, mais moi ça m'a marqué parce que les rues sont désertes, les gens lui parlent pas, il finit par tomber sur deux mecs assez jeunes qui disent bah ouais viens à la maison ce soir, je me souviens de ça. Et c'est magique, ils sont assis le soir, ils font une sorte de mafé, ils sont tous assis en tailleur, ils mangent hop comme ça, ils discutent, et puis il leur dit bah les gars vous êtes dans l'âge de faire des études, donc vous faites des études, vous êtes israéliens, vous faites des études, et les mecs éclatent de rire, ils font non en fait on est bien là pour les études mais on est palestiniens, et c'est les deux seuls mecs qui ont accepté de le recevoir. Voilà. Alors dans ce quartier là, parce que dans le reste de l'épisode il se fait accueillir en Israël, il y a zéro problème et tout, mais ce quartier là précisément de Jérusalem, waouh, ça fait flipper, c'est une ville fantôme quoi. Et voilà, moi ça fait partie des épisodes qui m'avaient marqué. Quelques petits fun facts pour terminer, quelques chiffres. Je vous l'ai dit, il a fait 60 pays, tout pile, pour 61 émissions. Il a pécho une fois, parce qu'il y a pas mal de gens qui lui posent la question. Il a pécho une fois, c'était aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis il y est resté 3 semaines. Donc il disait c'est plus facile, parce que là quand tu restes au même endroit 3 semaines tu fais des rencontres, mais sinon 24-48 heures non en fait. Il est pas marié du coup, enfin, Alors non, d'ailleurs j'ai lu un excellent article de gars dont je ne parle pas dans ma chronique, mais qui disait qu'il avait fait le choix d'une vie célibataire parce qu'à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, je sais pas pourquoi je prends cette voie-là, ouais, l'article était débile. Bon, parce que vraiment te calmer, l'article était débile en fait, c'était du vide sur du vide sur du vide. En fait c'était une phrase d'Antoine de Maximi qui expliquait juste que bah non en fait il avait été plusieurs fois avec des gens et qu'à chaque fois, même quand il était avec des personnes fantastiques, c'était pas assez bien pour lui,
donc en fait, ils préféraient rester célib et ils ont réussi à faire 3 pages. Ouais, et c'est galère. le plus con, c'est moi, puisque j'ai lu les 3 pages. Il a fait des épisodes spéciaux, genre, j'y viens juste après, mais il a été drogué quand il a fait Burning Man. Il a mangé un space cake. Ah oui, Ça, c'est super connu. Bourré avec trou noir de 6 heures en Corée du Sud, on en a parlé tout à l'heure, c'était pas au Japon, c'était en Corée du Sud. D'accord. Tout le monde le reconnaissait quand il était en Italie parce que son émission était diffusée sur la Rai depuis plus de 6 mois. Dur, il savait pas ça. Donc, ouais, en fait, ça a été très compliqué de faire un épisode parce qu'il y avait pas tout le monde le reconnaissait, quoi. Il le savait pas. Putain. Il a trouvé nulle part où dormir à Malte. 0, rien. En 15 jours, il a dormi 15 jours à l'hôtel. C'est tout petit pour Personne. Et pourtant, ne il y a l'a plein de youtubeurs français qui sont là-bas. bah, sûrement maintenant. Pour la thune, ouais. Il a dormi avec Amixem, la honte quoi. Pour le coup, il est rangé en plus. Donc je vous le disais, c'est en Australie que ça a été le plus galère. Il s'est fait un copain hyper chelou à Chypre. Il y a une petite vidéo de 5-10 minutes sur YouTube, je vous encourage à aller la voir. Le mec c'est un Golgoth, t'as pas du tout envie de l'emmerder. En même temps, il te dit, le gars, c'est pas compliqué, il te dit, tu regardes par terre, tu manges caca, tu le fais en fait. Mais clairement, tu le fais. Tu fermes ta gueule et tu manges. Tu manges la mousse au chocolat du patron. Et le gars, au début, tu te dis, il va le défoncer. Après, il est super pote avec lui. Tout d'un coup, il lui fait une prise de trucs de mecs qui font de l'entraînement au rugby en fait. Ouais. Enfin, c'est surtout un truc de kinésithérapeute, mais lui, il est pas kiné, ça se voit. Non. Il te fait croiser les bras, il te chope par derrière et il te secoue comme un prunier. T'entends les 12 ou 13 ou 15 dernières vertèbres de la colonne d'Antoine de Maximi qui craque, ça fait froid dans le dos. Bref, le type est ultra chelou quoi. Et il finit par partir en disant, je vais y aller parce que je vois qu'il y en a un des deux que j'agace et ce serait bien que ça se retourne pas contre moi quoi. Ouais. Effectivement, moi je serais parti aussi. Et donc, bah ouais, je vous le disais, il a failli finir en tôle en Israël. Okay. J'ai presque fini, juste pour être complet, parce que j'ai parlé de la série, voilà, c'est de la série documentaire, mais J'irai dormir chez vous, c'est aussi 4 longs métrages. J'irai dormir à Hollywood, tu commençais à l'aborder tout à l'heure, c'est une traversée des États-Unis où il doit Trop rejoindre. bien. Voilà, ça va de New York jusqu'à Los Angeles, c'est vraiment très cool. Là, il s'était équipé avec du matos un peu plus haut de gamme, il avait attaqué le HD. Et qu'il avait failli se faire chourave à Nouvelle-Orléans en fait. Juste après passage Katrina, il passe dans un quartier et en fait il se barre bon, je vais pas traîner parce qu'en fait il se faisait suivre par des gens. Ouais, bah, c'est bien possible, bien possible. D'ailleurs, oui, tout le passage sur après Katrina, enfin bref, c'est assez marrant parce que c'est assez marrant, non, pas du tout, mais c'est là que tu vois vraiment l'impact social que peuvent avoir ce genre de docu-fiction. On n'a pas, c'est clairement. On n'a pas ça aux infos. À l'époque, en tout cas, quand on parle de 2009, il y a 12-13 ans, moi j'avais ça nulle part ailleurs que là-dedans, en fait. Non, ou alors, par ailleurs, c'est notre émission, ça, c'était un peu plus... Bref, alors je finis là-dessus. En 2011, il a remis le couvert avec J'irai dormir à Bollywood. Bon, vous connaissez le concept maintenant, hein. Il traverse l'Inde. Voilà. Il a fait une formation Goose Die. Ensuite, il a fait J'irai dormir chez l'homme qui brûle. T'es con. C'est une référence à un film indien, on en parlera plus tard. La légende de Bahubali. Voilà. Il a fait J'irai dormir chez l'homme qui brûle, donc ça, c'est celui qu'il a fait Burning Man. Ça c'est mémorable, c'est à voir hein. Franchement moi j'ai découvert Burning Man en fait grâce à ce reportage d'ailleurs. Oh, tu le vois dans Malcolm, tu vois dans non, effectivement, pardon, t'as raison, dans Malcolm, mais sauf que pour moi c'était dans Malcolm, je savais même pas si c'était fictif ou si c'était réel le truc. À l'époque je le savais pas. Après Malcolm et J'irai dormir chez vous, ils montrent qu'une seule partie du Burning Man quoi. Oui, bien sûr, il y a tout un épisode de drogue, il y a un exceptionnel épisode de Floodcast que vous pouvez écouter si vous voulez en savoir plus. Et puis il a terminé par J'irai mourir dans les Carpates qui est sorti malheureusement l'année dernière en plein pendant la pandémie. Alors là on est sur une fiction avec une partie docu. En gros, c'est avec Alice Paul et Max Boublil, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, et Max Boublil. En fait, il met en scène la disparition, sa propre disparition, en plein tournage d'un épisode de J'irai dormir chez vous. Et donc l'enquête qui en découle. Puisque ça a failli lui arriver, il s'est dit bah tiens, on va en faire un film, ça va être marrant. D'accord. Et c'est un film sans prétention que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais qui avait été accueilli assez favorablement. Les gens disaient c'est pas fou, mais c'est très sympa. C'est un truc avec Antoine de Maximi, c'est cool quoi. Voilà. Pour le budget, pour le truc sympathique. Ça a pas dû coûter bien cher. Ça a fait 100 000 spectateurs. Bon, c'est sorti le 16 septembre 2020, hein, donc voilà, c'est pas étonnant non plus que ça ait pas fait les 2,5 millions de Kaamelott. Et puis il y a quelques déclinaisons. J'irai dormir en Amérique. Là, c'est une version alternative du film J'irai dormir à Hollywood. C'est sous forme de 26 épisodes pour reprendre le format un peu série. Voilà, J'irai dormir chez les Maharajas, même esprit. Tu les vois où tous ces épisodes? Tu peux en retrouver sur certaines plateformes, t'en retrouves sur YouTube, t'en retrouves sur la plateforme de France TV. Voilà. En fonction aussi de. Faut que tu cherches des trucs. Et puis il y a eu plein d'autres trucs qui ont été tirés de ça parce que ça a créé des jeux de mots. J'irai rajeunir chez vous. L'année dernière, il a fait un petit truc sur le web pendant le confinement. Bref. C'est un type moi que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer en plus, qui est hyper accessible, très gentil, qui est très humain. Ce qu'il a fait, c'était quelque chose d'hyper
nature en fait, hein. Clairement il montre les gens sous leur vrai jour, il en fait pas trop, c'est hyper agréable à regarder, on en trouve très facilement en ligne, donc pour ceux qui connaissent pas, bah, allez-y. Et pour ceux qui connaissent déjà, bah, ça vaut le coup de s'en remettre un coup de temps en temps, parce que sur les 61 épisodes, j'ai dû en voir, la moitié, je pense, et j'avais oublié beaucoup de choses. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci, messieurs. Écoutez, j'ai été très long, je crois. Merci Pedro. Et bien, voilà, on a fait à peu près le tour sur les aventuriers de... Ouais, plus gros. Quand j'allais dire à peu près le tour, c'est de ce que nous, on voulait présenter. Mais c'est tellement vaste. Ouais, c'est clair. Parce que moi, clairement, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont parlé de Stargate, c'est clairement des C'est de l'aventure, bien sûr. Et on a parlé plein de trucs. Hein. Transversal avec des trucs qu'on a déjà fait. Justement, Stargate, ça peut être de la SF, sur le Space Up. Tu trouves de l'aventure finalement dans énormément de choses. Enfin, de l'exploration. Là, Jules Verne, à Nantes, on n'a même pas parlé de Jules Verne. Et Jules Verne, quand même, en termes d'exploration. On n'a pas parlé de musique, mais j'avais aussi From Mars to Sirius de Gojira, justement, qui est l'histoire d'un explorateur qui part de Mars à Sirius, pour le coup, avec un banc de baleines. Donc là, c'est l'exploration via la musique. Et puis on avait eu un mec qui était venu chanter là, vous vous rappelez le gars là de Saint-Malo, petit mec de Saint-Malo là. C'était un peu pareil hein. Le voyage David Bowie. Ouais, je me souviens de celui-là. Ouais, vite fait. Le voyage de la Terre à la Lune, c'est pour le coup ça, si c'est pas les plus grands explorateurs du siècle dernier, parmi en tout cas. Bien, bah messieurs, dames. Ouais, c'était bien cool. On se casse maintenant parce que Angelo, on s'en fout de ce qu'il a fait. On s'en fout. Okay, très bien. Allez, empastille-nous la tronche, Angelo. And now for something completely different. Oui, donc du coup, je vous disais que j'avais choisi un truc en lien avec Pop Cruise, justement en lien avec le nom, pour vous expliquer ça, parce qu'il y a une œuvre qui est assez notoire et qui a donné l'idée du nom. Avant ça, pour en revenir à la conclusion que tu disais, ouais, il y avait From Mars to Sirius, je voulais faire une pastille là-dessus, au mal, mais du coup c'était rattaché au Space Up, je voulais parler de Red Dead Redemption 2, mais du coup c'est western, enfin bref, il y avait plein d'idées. Et donc je voulais vous parler de American Graffiti. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce film, American Graffiti? Le premier film de Lucas. Ce deuxième film de George Lucas, c'est ça, de son deuxième film en 1973, son premier est en THX 1138, si vous l'aviez vu ou pas. C'est son film d'étudiant, ça? Ouais, en 71 avec Robert Duval dedans, que je vous encourage à voir parce que c'est vachement cool. Et puis son troisième film, d'ailleurs, je vous en parle pas parce que tout le monde le connaît. C'est un film qui est produit par Francis Ford Coppola, puisque à cette époque, George Lucas, Coppola, Spielberg et puis Scorsese sont les quatre copains de la nouvelle vague hollywoodienne, en fait, qui vont redéfinir le cinéma moderne américain. Dans ce casting, juste pour vous donner quelques visages, il y a Richard Dreyfuss. Donc en fait, c'est à cette époque-là, c'est beaucoup des acteurs qui sont utilisés à la fois par Lucas, par Coppola. C'est du tuyau en fait entre eux. Donc il y a Richard Dreyfuss qu'on retrouvera plus tard dans Les Dents de la Mer de Spielberg, dans Rencontre du troisième type. Ron Howard, qui a un lien direct avec Happy Days, mais du coup je vais développer ça plus tard. Et puis il y a là-dedans un acteur de Songoro, l'anonyme, là c'est son sixième film à ce moment-là, personne ne le connaît, ce type-là il s'appelle Harrison Ford, qui sera réutilisé par Coppola juste après dans The Conversation, et puis par Lucas encore derrière, mais là pareil, pas besoin de vous en parler, je pense que tout le monde sait la suite pour ce monsieur. Donc en deux parties sur cette œuvre, en fait je voudrais parler très vite fait de l'histoire et du contexte historique, parce que les deux sont liés, c'est ça qui est intéressant, et surtout pourquoi je vous en parle et quel est le lien avec Pop Cruise. Alors American Graffiti, c'est le récit initiatique qui se passe dans la petite ville de Modesto en 1962, dans laquelle on suit une bande d'adolescents qui cruisent, donc là je fais un anglicisme dégueulasse, on est d'accord, avec leur bagnole toute une nuit dans la ville. Donc c'est un film nocturne, hein, pour dire les choses simplement. Donc c'est l'histoire de Kurt et de son pote Steve, le petit ami de Laurie, qui est donc la sœur de Kurt. Attends, ça c'est les mecs de Secret Story, ça, non? Et donc ces deux copains-là, ils ont terminé le lycée et ils s'apprêtent à quitter leur ville de Californie pour partir à la fac sur la côte Est. Donc ils commencent par passer au drive-in pour rejoindre leurs potes et ils iront parader en fait sur le strip. Donc le strip en anglais américain, c'est la grande rue qu'on dirait plutôt la grande avenue de la ville, et ils font en fait des tours en bagnole toute la nuit dans leur avenue. Donc eux ils font ça dans une Chevrolet Impala blanche de 58 qui est une œuvre d'art, et puis son pote qui est dans un hot rod jaune, donc ça c'est pareil, c'est un truc chromé incroyable, en se calant du coup pendant toute la nuit sur la radio qui diffuse de la musique de leur époque, c'est-à-dire du rock'n'roll et des artistes des années 50, donc les Platters, Chuck Berry, Buddy Holly, Fats Domino, les Beach Boys, Jerry Lee Lewis, etc. Johnny Hallyday.
Oh, quelle horreur, quelle insulte de le placer. Avec ces noms-là, c'est un énorme étron. Donc, pendant cette nuit... Pendant cette nuit, Kurt rencontrera des gens plus ou moins fréquentables dans sa quête de retrouver une blonde inconnue qui passait au volant d'une Ford Thunderbird blanche de 56 en cabriolet. Voilà, ça fait rêver. Je vais vous parler de la cinématographie un peu plus tard. Donc pourquoi je vous en parle ? Alors pour plein de raisons. Les premières sont cinématographiques pour moi, donc c'est-à-dire que c'est un bon film avec une écriture et une réalisation carrée et maîtrisée, accompagnée d'une bande-son géniale. Petite anecdote, c'est un des premiers films avec Easy Rider en 69 à ne pas avoir de bande originale, mais à utiliser à la place des morceaux populaires. Et oui, ça paraît tellement évident aujourd'hui, mais à l'époque c'est un des premiers films avec en fait des artistes populaires qui passent. C'est avec une mise en scène, une direction d'acteurs et de photographie qui sont très soignées, donc une mention spéciale pour la gestion des lumières nocturnes, parce que je vous rappelle que ce film se passe toute la nuit. Et c'est surtout voir George Lucas en tant qu'auteur sous une lumière plus personnelle et intimiste, plus proche à cette époque de la vision de Coppola qu'il côtoyait beaucoup que de celle à grand spectacle de Spielberg plus tard. C'est une série d'instantanés sur l'Amérique des années 50, dont son innocence et sa naïveté d'après-guerre, dont Lucas cherche à retranscrire sa propre adolescence. Donc il y a un parfum d'autobiographie en fait dans ce film, et il y a ces images de nostalgie qui réconfortent, même si on les a jamais connues. Donc le drive-in américain, le diners intemporel avec ses blanquettes rouges en cuir, sa serveuse en patin à roulettes, toutes les voitures américaines chromées avec des couleurs pastel, les néons des enseignes sur la grande avenue. Et c'est pour ça que la direction de photographie est incroyable. D'ailleurs, juste un retour sur la scène au drive-in sur laquelle je suis très sensible au niveau visuel, où les magnifiques bagnoles chromées se garent pour commander. Donc le premier plan est un plan large, et quand on sait qu'à cette époque les films américains sont pour la plupart tournés en 35 mm, donc ça donne un format d'image avec un ratio à 2/39e, donc c'est-à-dire un format très panoramique en fait, avec des grosses bandes noires pour parler pour les profanes. Bref, c'est un format d'image avec beaucoup de profondeur, donc tout n'est éclairé que par les néons du bâtiment qui se reflètent sur les voitures, sur les acteurs, avec en fond 16 Candles des Crest, donc un morceau de 58, et ça c'est putain de beau, c'est la classe américaine, la vraie. Et c'est pas un morceau a cappella oui. Ouais. Alors, en chœur, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, dans les instantanés que Lucas filme, il y a donc ce phénomène social. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Cette activité de cruising qui marquera l'après-guerre américain jusqu'au début des années 70. Alors Kezako, le cruising aux États-Unis, c'était une forme d'expression de liberté et d'indépendance des adolescents américains qui s'émancipaient en obtenant leur permis de conduire. Dans le cruising, il n'y a pas de but particulier. C'est ce que vous voyez dans le film, si ce n'est de rencontrer d'autres personnes qui cruisent. C'est-à-dire, on prend sa voiture, on conduit sans objectif ni trajectoire prédéterminée, on vagabonde en bagnole, le plus souvent on roule lentement sur le strip, donc la grande avenue, pour remarquer ou se faire remarquer. On peut faire un tour au drive-in au bout d'un moment. Pour finir, deux faits pour parachever votre intérêt autour de ce film. C'est Coppola qui pousse Lucas à réaliser ce film en l'aidant à la production, parce qu'à cette époque, George Lucas essuie des refus et des échecs, et au moment où il le fait, donc lui il n'a pas le même succès que ses potes, lui il venait de finir son script d'Apocalypse Now, qui a été refusé par la Warner. Et que Coppola du coup reprendra plus tard, juste après Donc voilà. Second fait pour le choix de l'acteur principal, donc Ron Howard. Lucas s'est intéressé à un enregistrement d'un pilote de série qui était non vendu à l'époque, qui était lui aussi sur l'Amérique des années 50, où Howard jouait un ado. Après la sortie de ce film, en fait, donc ce film-là ce sera le premier succès populaire et critique de Lucas, avant Star Wars du coup en 77. La ABC rachètera du coup le projet avec le pilote, et donc ça donnera une des séries les plus cultes de la télévision américaine, Happy Days. Et avec Fonzie. Monday, voilà, je vais finir là-dessus. Sunday, Monday, Happy Days. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'est cool parce que tu vois, je trouve que ça vient compléter ce que tu disais dans l'introduction sur le côté cruise, aller vers nulle part, mais aller vers des gens qui veulent la même chose que toi. En fait, c'est mine de rien un peu ce qu'on propose, c'est-à-dire que on choisit des thèmes qui nous conviennent, on choisit des œuvres qui nous conviennent, et puis on va vers les gens. Je te dis oui de la tête, mais du coup les auditeurs ne peuvent pas le voir. Et oui, je suis absolument d'accord, c'est ça. C'est bon, c'était super cool de se retrouver. Le côté chill, les mecs qui font n'importe quoi, oui, ça nous va très bien aussi. En fait, je trouve que dans l'esprit, ça rejoint pas mal sur la route finalement, quand même si... C'est vrai, sauf... Peut-être que j'aimerais plus American Graffiti. Ouais, parce que c'est plus innocent, plus naïf, il y a pas ce côté barré de voilà. Ouais. Et puis la bande son est il y a un côté vachement gominé. Quand on parle, j'ai l'impression de voir des mecs en cuir. Tu parles de bande son, j'ai oublié de préciser, j'ai préparé une playlist aussi liée à Sur la route.
de toute la musique qui est mentionnée, et du coup je la foutrais dans les liens. Dans les ouais, discussions. carrément. Mais ouais, il y a quand même du très bon son, il y a beaucoup de bebop, ça c'est cool. Il y a un tout petit peu d'opéra aussi. Enfin voilà, c'est cool. Voilà. Okay. Désolé, mais je bug toujours quand tu dis bebop, je me rappelle du truc. Bebop, non, le tam-tam, le tatouage. Vendu par AOL avec abonnement à 72 €. Désolé, c'est pas contre eux. Bah, c'était un plaisir de partir à l'aventure avec vous, messieurs, ce soir. Ça faisait longtemps. C'était cool. C'était vraiment très cool. On se revoit très vite. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait pas de reco, ça vous pas de reco. On fait pas de reco aujourd'hui. Ah si. Non, du coup, vous calez du Chopin et vous dansez avec votre chérie, et voilà, c'est parti. Très bien. C'est ma reco du jour. Angelo, gros coup de cœur, je refais les films de Mamoru Hosoda. Je sais pas si vous aviez déjà vu Summer Wars. Et ben en fait j'ai fait j'ai regardé son deuxième film, Les Enfants Loups, Ame et Yuki. C'est comme un Ghibli, c'est très beau, mais il y a une profondeur sociale, c'est très contemplatif. Je vous le recommande vraiment vivement. C'est un putain de long métrage japonais, très beau. Ok. Voilà. Et vous, monsieur Pépé? Et bah moi j'ai une petite reco aussi d'un manga, pourtant je suis pas un grand lecteur de manga. J'aurais jamais vu. Ça c'est fou, ça. En discutant avec un copain l'autre jour, je sais ce qu'il va recommander. J'ai pensé à celui-là, je lisais ça quand j'étais au lycée. Ah non, je sais pas ce qu'il va. C'est Noritaka, le roi de la baston, de Murata Amori. Alors je sais, moi j'y connais pas grand chose, je sais pas ce que c'est comme style de manga, mais si je vous dis que c'est l'histoire d'un collégien déjà. Shonen. Ah, je connais ce truc-là. Je crois que ça. Et en gros voilà, c'est une grosse merde, il est tout frêle, il ressemble à... Et il a envie d'être fort. Et voilà, du coup, il s'entraîne. Mais pourquoi t'as choisi ça? Parce que j'y ai repensé il y a pas longtemps. J'ai réussi à récupérer les 2 premiers tomes. Et c'est très drôle. Et en plus, t'as des super dessins de baston. Et en plus. Et c'est à toi, t'es retombé dessus Non, du coup, j'ai retrouvé ça sur le bon coin. Ils sont assez difficiles à retrouver, la première édition en tout cas. J'avais jamais entendu parler. Vraiment, je vous ai ramené le premier là si vous voulez le lire. Ouais, je vais le prendre, mais ma soeur, on avait acheté quelques-uns aussi. Je crois que t'allais parler de Tu seras un homme, mon. Tu seras un saumon, mon fils. 2 tomes, très bien, très marrant. Est-ce qu'on en a pas déjà trop parlé entre nous? Charlie, dites-nous tout. Bon, je mets trop de séries. J'ai vu The Invasion sur Netflix. C'est un film de 2007 avec Nicole Kidman et Daniel Craig. C'est juste sympa. Enfin, du coup, des parasites, des extraterrestres qui arrivent, mais que c'est plutôt des parasites qui arrivent dans notre monde et qui vont. C'est génial l'espace, quoi. Moi, j'ai le cerveau. Non, mais c'est un film sympa, bon, qui se regarde très bien. Je vais pas non plus le. C'est pas le reco du siècle, visiblement. Je recommande là. Parce que c'est Cosmic Sin. Parce que je vais pas non plus dire que faut vraiment le regarder. Si vous avez raté ça, vous avez raté votre vie. Non, c'est un bon film. Tous honte, par contre. C'est un bon film, mais c'est un très bon film qui est vraiment cool. Vraiment, vous avez rien à voir. Allez-y, c'est pas mal. Alors au départ, toi avec ton Tomb Raider où tu le défonces pour un quart d'heure. J'avais pas spécialement prévu de faire de reco ce soir parce que je me suis dit si je passe en dernier en plus, de toute façon, je l'aurai dans l'os. Messieurs, on est aujourd'hui le 9 septembre. Dans 2 jours, c'est le 11 septembre, donc c'est les 10 ans. Et demain, c'est l'anniversaire de Kairi. Oui. Okay. Ouais. Mais surtout, cet été, on a eu 2 événements majeurs cinématographiques. Tout le monde en a parlé. Camelot et OSS 117. Eh ben voilà, ouais. Okay. Ouais, non, mais tout le monde en a parlé au bout d'un moment. Tu l'as vu d'ailleurs? Donc tu l'as vu? Non, mais j'ai vu les 2. Au bout d'un moment, j'ai pas arrêté d'en parler. Tout le monde a vu les 2? Un sur les 2, moi. Voilà. J'ai pas vu OSS. Pas vu OSS, je savais. Par contre, Camelot, j'ai vu 2 fois. Pas vu OSS non plus. Et voilà, je le savais. On l'a vu 2 fois. Tout le monde les a. Camelot, on l'a vu 2 fois, c'était parfait. Ouais. Bon, non, mais foncez-y. Enfin, si c'est pas encore fait, ça paraît vraiment évident. Et puis on en parlera plus tard. J'ai pas du tout envie de parler. On aura l'occasion. Actuellement, le mec qui est en train de faire le record est à 191 séances vues sur 200. Sur combien en total? Du coup, Asia a toujours pas été le voir avec lui, quoi. Non, mais ils ont été invités sur le même plateau de télé il y a peu de temps, il me semble. Ah bon? Ouais, sur le cul. Ouais, c'est ça, sur Quotidien. Ok. Exact. Messieurs, à très vite. Oui. Allez. Ouais, c'était trop cool. À tout bientôt. Gros bisous tout le monde. Allez, quel est ce nouveau générique de fin? Salut les poppers. Gros bisous dans vos fesses. Encore des trous du cul. Les poupinettes, les poupinous et les poupinettes, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ta gueule. Mais non, mais arrêtez-moi. C'est trop le générique de fin. Travail terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq.
J'aime me battre. Je l'ai cru, mon cher Michel Bouchelin. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.